Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire de l'extradition de François Compaoré, velléité de déstabilisation et contenu du dernier entretien du président de la transition, des sujets qui seront abordés à travers un premier plateau dont vous découvrirez la composition. Et puis impact, et ça c'est sport de la saison plutôt culture, mais on va parler sport plutôt en titre. Étalon du Burkina accroché hier à Marrakech par les Swatini 0-0, match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023, Côte d'Ivoire. Le décryptage suffira avec Antoine Bationneau et Claude Romba, tous analyses sportifs. Et je le disais, dans la partie culture de ce JDS, on va parler aussi de l'impact de la saison des pluies sur les activités culturelles, pas assez de salles couvertes qui répondent aux normes, et à cela il faut ajouter aussi la réticence des mélomanes à braver la pluie pour leurs stars, et ce sont d'ailleurs les acteurs du secteur eux-mêmes qui témoignent. C'est un peu le déroulé de ce JDS, journal du dimanche au soir, dont la première frange sera celle politique. Nous le disions, plusieurs sujets abordés ici dans un premier plateau. Nous allons aborder le premier, cette fois en reportage, après de nombreux recours en justice de François Compaoré, qui a été remis, il faut rappeler, en liberté sous contrôle judiciaire. C'était en octobre 2017. La France avait finalement pris un décret d'extradition à son encontre. C'était le 21 février 2020. Et cependant, l'ancien conseiller de Blaise Compaoré, petit frère, a fait valoir devant la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment, un recours. Et selon cette cour, Paris doit réexaminer le décret autorisant l'extradition du frère de l'ancien président Blaise Compaoré, mis en cause dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Nous vous proposons ici une réaction, celle du Centre national de presse Norbert Zongo, qui a longtemps justement œuvré pour la vérité dans cette affaire. François Compaoré ne sera pas extradé au Burkina Faso. Ainsi en a décidé la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision rendue ce jeudi 7 septembre. Elle s'oppose à l'extradition du frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré de la France vers le Burkina Faso. Principal motif de ce refus, la Cour européenne doute de la validité et de la fiabilité des assurances diplomatiques fournies à la France par les nouvelles autorités burkinabées. Une décision accueillie par Abdoulaye Diallo, coordonnateur du centre de presse Norbert Zongo, avec beaucoup de tristesse et de colère. Tristesse quand je pense à toute la lutte qui a été menée depuis 25 ans. Toutes ces organisations, toutes ces personnes, la vie de certaines personnes ont changé de trajectoire. Des gens ont perdu la vie dans ce combat. Des gens ont vu des carrières brisées. Colère parce qu'on voit que dans ça, des gens à un moment donné n'ont pas fait leur travail parce que dans la requête de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est dit clairement que le gouvernement de Burkina Faso qui a suivi n'a pas réitéré ou confirmé cette garantie-là. Ça aurait dû être fait. Donc ça veut dire que quelque part, des gens n'ont pas fait leur travail. Des gens aussi n'ont pas relancé. Abdoulaye Diallo est d'autant plus remonté qu'après 25 ans, au regard de l'évolution qu'a connu le dossier Norbert Zongo, il soit toujours en souffrance. Des gens ont été inculpés, mandat d'arrêt international a été lancé, ce mandat d'arrêt a été appliqué. Parce qu'il faut le dire, le mandat d'arrêt a été appliqué puisque François Compaoré a été saisi par la justice française et toute la procédure a été épuisée au niveau de la justice française et l'administration française a pris le décret d'extradition de François Compaoré. C'est après ça que ses avocats ont attaqué ce décret auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a demandé des garanties à l'État de Burkina Faso qui avaient été données à l'époque sous le pouvoir MPP. Ensuite, sous le MPRC 1, la Cour a demandé est-ce que ces garanties sont toujours valables. Et là, souvenez-vous, le 3 mai 2022, dans cette salle même, au centre de presse Norbert Zongo, nous avions invité 4 ministres, dont le ministre de la Justice, qui, devant caméra, a confirmé que l'État burkinabé a bel et bien réitéré les garanties données précédemment. Selon le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo, la responsabilité incombe beaucoup plus à l'État burkinabé qui n'a pas renouvelé les garanties après les événements du 30 septembre 2022 pour rassurer la Cour européenne que les droits de François Compaoré en tant que présumé innocent seront respectés. Maintenant, c'est à nous, c'est à l'État burkinabé de donner toutes les garanties, de dire non, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Nous vous donnons telle garantie, que si François Compaoré est extradé, il va bénéficier de tous ses droits.
des justiciables. Le constat, c'est qu'on n'a pas renouvelé les garanties. C'est l'argument principal que la Cour européenne a utilisé. L'État burkinabé n'a pas renouvelé les garanties. Or, il devrait renouveler les garanties. Chaque fois qu'il y a un changement de régime, il faut renouveler les garanties. Je fais le constat. Maintenant, pourquoi l'État burkinabé n'a pas renouvelé? Est-ce que c'est par laxisme? Est-ce que c'est par choix assumé? J'en sais rien. C'est l'État burkinabé qui peut dire pourquoi le renouvellement n'a pas été fait. En plus des 2 coups d'État, la pression que subit la justice ne favorise pas également, selon le coordonnateur du centre de presse Norbert Zongo, que la Cour européenne des droits de l'homme valide l'extradition de François Compaoré. On peut avoir des raisons de s'inquiéter compte tenu de notre contexte nous-mêmes. Souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a une descente musclée sur la justice. Et ce n'est pas des éléments qui plaident en notre faveur. Pour extraire donc une justiciable des mains de la justice, ça c'est des éléments à charge comme on dit. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs évoqué le risque que François Compaoré ne soit pas détenu à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou réservée aux personnalités ou qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement à vie incompressible au Burkina Faso. Poursuivi pour incitation à assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, François Compaoré est en exil en France depuis la chute du régime Compaoré en 2014. Merci donc de nous rejoindre. Nous sommes à nouveau sur ce plateau-là pour le premier sujet qu'on aborde. Mais nous le disions, il y avait 3 sujets qu'on aborde dans ce premier plateau-là, dont celui qu'on a posé en débat concernant donc l'affaire de l'extradition de François Compaoré. Nous allons revenir dans le détail parce que nous attendons d'être rejoints par Maître Paul Kéré, qui est aussi, quoi qu'on dise, l'un des avocats dans cette affaire-là. Mais je m'en vais déjà vous présenter les autres visages que nous avons sur ce plateau. Nous avons avec nous Dr Lopé Peyen, il est sociopolitologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous sommes aussi avec nous sommes avec Dissan Bourema Nyoumou, il est ancien député et maire de Houndé, il est membre du BPS. Bonsoir. Bonsoir Vaha. C'est un plaisir de vous avoir. Et nous sommes, un plaisir partagé. Nous sommes aussi rejoints par docteur Boukari Nebié, il est le secrétaire général du RISA. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Avec vous, on va plutôt partir sur un autre sujet. Celui-là qu'on a donc installé, je l'ai dit, on va l'aborder un peu plus dans l'évolution de cette émission. Il y a aussi que nous avons eu un communiqué du parquet près le tribunal militaire de Ouagadougou qui donne des précisions sur un sujet que nous avions abordé plus ou moins dimanche dernier à travers un autre communiqué qui, de l'avis en tout cas de ceux qui étaient sur ce plateau, n'était pas assez clair sur certaines velléités de déstabilisation qui étaient dénoncées. Et justement, ce communiqué-là le rappelle. Courant fin août 2023, il était dénoncé au parquet militaire des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires en intelligence procéderaient à l'identification de points sensibles et des domiciles, dont celui du président de transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition. Et il est rappelé aussi à un moment donné dans le communiqué que à ce jour, c'est le 8 septembre où le communiqué donc était signé, il y avait 3 militaires qui étaient en cause et ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit en l'occurrence, ils sont cités, l'adjudant Kaboré Wenden Malegde, du sergent-chef Ramdé Brice Ismaël et l'ex-caporal Da Sami qui ont reconnu, dit le communiqué, sans embâche les faits qui leur sont donc reprochés. Des éléments qui viennent donner un peu plus de précision sur d'autres éléments qu'on avait. C'est pas la première fois qu'on parle de velléité de déstabilisation. Le président lui-même dans des interviews avait dit qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient en train d'être faits et on se rappelle c'était un peu après sa visite à Bobo Dioulasso. Donc des éléments, c'était SNC qui étaient en train d'être faits qui devraient corréler pour encore un genre de déstabilisation. La question c'est qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces velléités de déstabilisation-là deviennent récurrentes? Quelle lecture est-ce que vous en faites, notamment de ces annonces? On va se permettre un premier tour de table et je vais commencer par vous, docteur Boukari Nebié. Merci bien, juge Vaha, pour votre invitation.
Et je pense que c'est vrai, c'est pas la première fois qu'il y a des communiqués qui disent aux Burkinabés qu'il y a des velléités de déstabilisation de la transition. Mais au moins pour la première fois, il y a des noms qui sont donnés et il y a des gens qui sont mis en cause. Et ce qui est intéressant dans ce communiqué-là, c'est qu'il dit clairement que les 3 mis en cause pour le moment ont reconnu sans embâche, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Enfin, ils ont reconnu les faits à leur reprocher. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Je pense que si on remonte même dans l'histoire du Burkina Faso, chaque fois que, en tout cas pour ces dernières années, on a toujours eu ce problème-là. Le fait qu'il y ait un problème de cohésion, que chacun veuille que quand on arrive au pouvoir, ce soit ces hommes qui soient là. Et tant que ce n'est pas comme ça, forcément, les gens ne sont pas enclins à accepter et à travailler avec les autorités qui sont en place pour le bien de tous. Je pense que ça n'arrive pas à cette logique-là. Sinon, aujourd'hui, véritablement, on ne devrait pas être là en train de vouloir faire en sorte que la dynamique qui est enclenchée soit stoppée. Malheureusement, les gens n'ont pas les mêmes agendas. C'est ce qui pourrait expliquer cela. Réaction, Youmou? Merci Vaha. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de nos soldats tombés à Koumri en se battant pour la libération de notre nation. Et ensuite, vous dire que moi, je suis d'abord inquiet pour la multiplicité des tentatives, des velléités de déstabilisation. Je suis inquiet. Et si cette énième tentative est vraie, c'est que le pays a vraiment du pain sous la planche. Je pars du principe que lorsqu'on écoute l'opinion, de façon générale, les gens sont très favorables à ce régime. Alors, pourquoi on essaie toujours peut-être de les déplacer ou de déstabiliser? Il faut aller au fond pour chercher. Mais pour moi, c'est une inquiétude d'abord, en attendant vraiment que ce soit le communiqué, que ce soit tout ce qui se dit, que ce soit vraiment vrai. Vraiment vrai, parce qu'il peut aussi y avoir parfois des choses qui sont seulement des suppositions, et puis après, même si dans le communiqué on dit qu'ils ont avoué, mais bon, quand même, on est obligé, avec un regard un peu critique, de voir qu'il peut arriver parfois des choses qui ne sont pas tout à fait simples. Mais bon, ce qui ne va pas, c'est que nous avons une lutte commune qui n'aboutit toujours pas depuis des années. Alors, peut-être que c'est ça qui dérange certains, on ne sait pas. Mais le plus important, c'est toujours de rester solidaire. Sinon, quel que soit le régime qui va s'installer, ça va être difficile s'il n'y a pas d'unité nationale autour de cette, en tout cas, cette guerre. On termine par Dr Lopé Peyen, toujours la même question, sur le premier tour de table. Ok, merci. Bon, pour moi, je dirais que c'est un épiphénomène. Hein. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, et comme on vient de le dire ici, il y a eu donc plusieurs alertes sur cette question de tentative donc de déstabilisation de la transition. Voilà, donc effectivement, ça vient donc poser la question donc de la fragilité donc, de nos institutions politiques. Voilà. Et quand on observe bien notre histoire politique, il faut dire que l'histoire politique du Burkina Faso est faite d'incessante déstabilisation politique et institutionnelle. Et c'est l'instabilité politique et institutionnelle qui d'ailleurs caractérise même notre histoire politique. Et ça, il faut le dire, que depuis le 3 janvier 1966, il faut dire que la Première République, qui était un régime constitutionnel, a été déstabilisée. Voilà, et je dirais que le 3 janvier 1966 a été un coup d'État syndical. C'est les syndicats qui ont déstabilisé le régime et ce sont les syndicats qui ont porté l'armée au pouvoir. Donc c'est dire que l'armée est arrivée au pouvoir par le syndicalisme au Burkina Faso. Ça, c'est un fait réel. Et depuis lors,
on est rentré dans une instabilité politique et institutionnelle jusqu'à ce jour. Voilà ici toute la réalité. Même les régimes démocratiquement élus ont fait l'objet de déstabilisation. Et donc pour moi, ce qui vient de se passer va au-delà de la simple déclaration ici qu'on vient de faire et qui nécessite que nous interrogions ici notre histoire politique. Et comme ici, dans une analyse socio-historique, comme je viens de le faire, c'est dire que on peut déjà dire qu'au Burkina Faso, les mœurs politiques en cours sont des mœurs donc beaucoup imbibées donc de subversion, de déstabilisation. Et quand bien même cette déstabilisation aussi sont à un certain moment une alternance politique dans le pays, même si ce n'a pas un caractère démocratique. L'alternance politique au Burkina Faso, c'est plus réalisée par la déstabilisation du régime que par les élections démocratiques. Voilà. Et ça vient donc nous interpeller et imposer la nécessité donc qu'une réflexion soit menée, de sorte que la transition aujourd'hui en cours et qui a mobilisé le peuple vers un combat de libération nationale, que cette transition soit le moins historique, opportun, pour essayer donc de poser le problème, réfléchir et voir comment nous pouvons bâtir des institutions stables, de sorte à ce que ces institutions puissent survivre au régime, que ces institutions puissent survivre aux individus. Mais aussi, et je ne peux pas aussi passer sans préciser que l'avènement de cette transition bouscule beaucoup d'intérêts groupusculaires, que ce soit au plan national comme au plan international. Et les gens sont accrochés à des intérêts. Et on voit des gens, lorsque tel régime ne sert pas ses intérêts, ou du moins s'il a perdu un intérêt quelconque avec tel régime passé, et tout de suite il se braque et il devient un opposant contestataire. Voilà. Donc, et pour moi, il est temps qu'on puisse vraiment trouver une solution. Et la solution qu'on peut trouver, c'est dans la construction des institutions politiques que nous pouvons mettre en place pour que ces institutions-là puissent garantir la stabilité, que ces institutions puissent en tout cas amener les citoyens ici à se départir des mœurs politiques de subversion, des mœurs politiques de déstabilisation, comme nous l'avons connu dans toute notre histoire politique. Vous semblez dire que bon, c'est normal au regard de notre vie politique, en tout cas de notre histoire. Mais tout à l'heure, il y a ce que tout à l'heure l'ancien député Nyoumou disait. C'est un peu surprenant, d'autant plus qu'on a l'impression, en tout cas de ce qui est donné, qu'il y a un capital sympathie très fort qui est à l'endroit de ce régime-là. Ce n'est pas la première fois qu'il est question de complot ou de velléité. On se rappelle des précisions du ministre de la Communication qui disait aux journalistes le président n'avait jamais dit qu'il y avait de complot coup d'État. C'était des velléités de déstabilisation. On nous a fait un coup là-dessus. Maintenant, je pense que le terme il est bien clair dans le communiqué. On parle de 3 militaires qui sont poursuivis entre autres pour des faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État. C'est des choses qui sont maintenant plus claires. Avec ce capital sympathie très fort, ce n'est pas surprenant, comme le disait tout à l'heure Nyoumou. Oui, mais justement, ce régime jouit d'un capital sympathique très fort. Mais aucun régime ne jouit ici de tout un soutien total au sein de son peuple. Aucun dans le monde, même dans l'histoire du monde. Voilà. Chaque régime a ses supporters, a ses détracteurs, chaque régime a ses contempteurs. Et j'ai dit quelque chose ici que je trouve très important. J'ai dit l'avènement de ce régime-là bouscule beaucoup des intérêts groupusculaires au plan national comme au plan international. Et vous savez très bien qu'en politique, nous sommes dans des réseaux. Voilà. Et je pense que la déclaration précise qu'il y a une insurrection étrangère et qui s'appuie ici sur les relais nationaux. Et aujourd'hui, dans un contexte international où il y a tellement d'hostilité, et des tentatives de subversion et autres là. Et donc il n'est pas étonnant que ceux aussi qui ne souhaitent pas voir ce régime-là se déployer d'une certaine manière-là puissent aussi essayer de trouver ici des répondants afin donc de procéder donc à une déstabilisation. Parce que ce régime remet en cause beaucoup d'intérêts politiques, beaucoup d'intérêts sociaux, beaucoup d'intérêts nationaux et même internationaux. D'accord. Et il faut le préciser, nous sommes rejoints par Maître Kéré, docteur en droit de l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne et avocat. Merci d'être avec nous. On devrait aborder une première question. Bon, on l'a mis un peu en second.
en deuxième position. C'était l'affaire, n'est-ce pas, de l'extradition de François Compaoré, mais on a commencé par un autre sujet, je préfère vous le briefer déjà. C'est sur ce communiqué-là, qui est celui du parquet, qui évidemment informait que 3 militaires avaient été arrêtés et que ces derniers sont en détention préventive pour des faits qui ont été cités. Je parlais de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en garde. Donc il y avait un premier tour de table donc là-dessus. Vous êtes avocat, je pense que sur ces questions de sûreté, vous avez déjà défendu un dossier, celui de Zoungrana, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et lui, c'est depuis Roch Kaboré, il avait été, je pense, écroué pour ça, c'est déjà sous Roch Kaboré. On a pensé qu'avec les régimes après, peut-être que ça irait. Il a été même sorti et puis très vite ramené. Quand vous voyez ce communiqué, ça veut dire que c'est pas une transition si stable. Moi, je me demande pourquoi le parquet militaire a besoin de faire un communiqué grandiloquent pour dire qu'il y a 3 militaires. Le juge d'instruction est saisi. Le principe qui régit l'instruction, c'est le secret. L'instruction. Donc, en l'état, moi j'attends de voir comment le juge d'instruction va mener son enquête et puis on verra. Étant entendu que, 3 militaires qui font un coup d'État, 3 militaires qui sont en fait soupçonnés d'organiser un coup d'État. 3 militaires, c'est pas un régiment, hein. C'est pas une compagnie, hein. C'est 3 militaires. Bon, on va laisser la... Dans le communiqué, c'est bien précisé, les investigations se poursuivent en vue d'établir toutes les implications éventuelles et d'en tirer toutes les conséquences de droit. J'accompagne le procureur militaire dans sa volonté de poursuivre les investigations. Et puis les investigations vont nous dire. Pour vous, il n'y avait pas besoin de communiquer ou quoi? Il n'y avait pas besoin de communiquer. Et puis c'est inefficace, c'est inopérant. Surtout si on veut vraiment avoir les éléments. Je suis convaincu que c'est l'ANR qui a dû voir les appels téléphoniques. Et aujourd'hui, les téléphones portables sont vraiment une source extraordinaire pour l'instruction. Hein. Donc l'ANR a dû voir des appels téléphoniques qui se sont coalisés ou dit voilà, on va faire un coup d'État. Ben oui, donc on n'a qu'à poursuivre et puis on verra pour la suite. Il n'y a pas lieu de... Oui, allez-y, docteur. Je voudrais réagir pour peut-être relativiser un peu ce que Maître Kéré vient de dire. C'est vrai, on peut estimer que le communiqué fait en ce moment précis pouvait attendre. D'autant plus que les investigations se poursuivent. Mais dire que 3 personnes, c'est pas un régiment, c'est pas une compagnie, il ne faut pas un coup d'État, moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Même une personne fait un coup d'État. Qu'est-ce qu'on a dit? Ces personnes-là procèdent à l'identification des domiciles du chef de l'État. Si on assassine le chef de l'État, là, c'est pas un coup d'État? Est-ce que pour assassiner le chef de l'État, on a besoin d'un régiment? Donc, il ne faut pas minimiser la chose. Mais dire que le communiqué pouvait attendre, que ces investigations-là puissent se poursuivre et qu'on ait assez d'éléments probants avant que les Burkinabés soient mis au courant de ce qui se passe, je suis d'accord. Mais même là, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des communiqués qui avaient été produits, mais les gens sont restés sceptiques. Parce qu'à chaque fois, il y a des communiqués qui sont produits à l'intention des Burkinabés, mais sans éléments probants. Mais là, au moins, il y a 3 personnes qui sont citées avec des noms concrets. Et il est dit que ces personnes-là ont reconnu sans embâche. C'est vrai, on pourrait opposer à ce que dit le parquet la réponse des mis en cause quand il y aura un jugement. Mais pour le moment, on ne peut pas aussi balayer du revers de la main l'efficacité de ce communiqué parce qu'il est produit en ce moment-ci. D'accord. Vous disiez à un moment donné, quand vous voyez tout ça, ça fait peur. Oui. Précisez un peu votre parole. Bon, moi, j'ai dit que ça fait peur parce que vraiment, je me demande ce qu'on veut. Voilà, si on veut lutter contre le terrorisme ou on veut naturellement juste partager le pouvoir ou bon, ça, je m'interroge sur beaucoup de sujets. Mais en même temps, j'essaie de voir quand même que ça peut être aussi un mode de gouvernance, que parfois de créer des événements
pour capter l'opinion nationale, même si aujourd'hui on a, tout cas à travers le communiqué, dit clairement que les gens ont avoué. On parle de quoi? Du syndrome du syndrome du complot? Oui, parce que je disais au début de mon intervention qu'il y a tellement de tentatives qui sont citées, qui viennent à répétition, qu'à un moment donné, on se demande vraiment si tout le monde n'est pas dans le complot au finish, quoi. Voilà. Bon. Mais M. Nyoumou semblait dire dès l'entame que ça se comprend parce que les gens ont des intérêts particuliers. Non, c'est lui qui dit ça. Oui, mais vous l'avez dit également en filigrane. Bon, Et moi, j'avais commencé en disant, mais on n'a pas les mêmes agendas. Docteur Olo l'a dit ici, les intérêts groupusculaires. Donc aujourd'hui, véritablement, si l'ensemble des Burkinabés, la priorité de tout le monde, c'était la lutte contre le terrorisme, on n'aurait pas craint, parce qu'il n'aurait pas effleuré l'idée de quelqu'un de faire un coup d'État aujourd'hui. Et vous l'avez dit, le régime actuel jouit d'un capital sympathique assez éloquent. Mais ce n'est pas qu'au sein de la population. Ça c'est empirique, hein, quoi qu'on dise. Oui, c'est empirique. Ouais, c'est empirique. C'est empirique, je suis d'accord. Mais je vais terminer. Même l'armée aujourd'hui, elle a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas un coup d'arrêt de cette transition-là. Je le dis parce que j'ai vu au Burkina également. Et avant l'avènement du capitaine Traoré, combien sont les Burkinabés qui avaient commencé à vomir même l'armée, les militaires, en estimant qu'ils ne sont pas dignes du rôle ou bien du rôle régalien qui est le leur. Mais aujourd'hui, on voit. Là encore, vous allez me dire c'est empirique, je suis d'accord. Mais au moins, dans l'opinion publique, c'est que les gens estiment que les militaires aujourd'hui vont dans la direction que le peuple voudrait qu'ils aillent. Et si vous venez faire un coup d'État aujourd'hui, pour remettre en cause encore ces acquis-là, moi j'ai bien peur que finalement, la population même ne soit braquée contre les militaires eux-mêmes. Vous dites, oui, j'ai peur qu'il y ait un coup d'État. Vous dites un coup d'État n'arrangerait pas les militaires, ça n'arrangerait personne, parce qu'on sait les impacts qu'il y a sur les économies, sur la vie même publique, on sait ce que ça donne en termes de recul, et ça c'est une vraie réalité, personne ne le souhaite. Mais on est dans un contexte où on est en train d'analyser aussi des communiqués qui nous sont faits. J'ai dit, c'est pas la première fois qu'on en parle. Tout à l'heure même, je rappelais que Ben Kéré ici présent défendait quelqu'un aussi qui jusqu'à présent attend aussi d'être bien fixé, parce qu'on parlait aussi en son temps de complot. Est-ce que de façon concrète, ça ne rassurerait pas mieux les Burkinabés si au finish et avec le fil du temps, on sent plus de précision sur ces différents dossiers-là, plutôt qu'on nous donne des complots et qu'on n'ait pas le fin mot de tout ça à l'après. Allez-y. Je voudrais juste dire, mon voisin de droite, Nébier, mon bon esclave, qu'il est en avance sur moi sur les informations. Il est en avance sur nous tous. Parce qu'il paraît qu'on a identifié le domicile du président du Faso. Le communiqué. Oui, c'est le communiqué qui... Je peux vous préciser la partie. Hein. Il était dénoncé au parquet militaire des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires en intelligence procéderaient à l'identification de points sensibles et des domiciles, dont celui du président de transition et de certaines autorités civiles et militaires. C'est dans le communiqué. Le président est connu de tout le monde. Le domicile doit être connu de tout le monde. C'est normalement conscient. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Ce communiqué, il est laconique. Il est anachronique. En quoi il est laconique? Il est laconique. Non, il est laconique parce que déjà, il ne dit pas avec précision. Et puis d'ailleurs, le parquet, il doit rester à sa place. Il laisse le juge d'instruction faire le travail. Et j'ai peur que toutes ces informations-là puissent même entraver le travail du juge d'instruction. Le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Et laissez le juge d'instruction travailler. Je ne comprends pas. Justement, on était là dimanche dernier, vous étiez là, Dr Lopé Payenne. Il y avait un autre communiqué dont on parlait ici, et je pense que le tour de table qu'on avait fait, c'était unanime. On n'a pas assez d'éléments dans le communiqué, ça donne plus de peur qu'autre chose, mais là on a quelque chose de plus précis. Est-ce que ce n'est pas un peu la critique qu'il y a eu, ou je vais dire d'une certaine façon l'envie de donner plus d'éléments, pour ne pas dire que c'était des éléments en l'air comme ça qui étaient donnés? Est-ce que ce n'est pas un peu ça? Non, moi je comprends aujourd'hui qu'il y a un lien. Il y a un lien entre la première déclaration et celle qui vient de sortir. Voilà, parce que la première déclaration était comme une alerte
puisque la déclaration appelait même la population à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect auprès des autorités. Et après, il y a un autre communiqué qui sort pour dire non, il y a 3 militaires qui ont été appréhendés et qui sont donc accusés donc, de tentative de déstabilisation. Donc du coup, et quand on était de faire le lien, on se rend compte que le premier communiqué que nous avons trouvé que ce n'était pas nécessaire parce que ça pouvait créer une psychose généralisée, on voit que le premier communiqué était un communiqué annonciateur de ce qui allait advenir. Donc c'est pour dire qu'au niveau des autorités, ils avaient déjà toute la situation à main. Et il fallait donc peut-être préparer l'opinion, c'est-à-dire à recevoir un peu voilà, ce qui vient de sortir. Moi, c'est comme ça. Je fais juste remarquer aussi que le premier communiqué parlait d'intelligence non seulement nationale, mais avec des présences internationales de personnes étrangères. Oui. Mais l'autre communiqué, celui-là, il ne fait aucunement cas de personnes venues d'ailleurs. Oui, mais déjà, il y a 3 personnes qui sont entre les mains de la justice militaire. Et le communiqué précise que des investigations vont se poursuivre. Donc peut-être ces 3 personnes constituent peut-être le doigt d'une main, quelque part. Donc avec les investigations, je me dis que le parquet militaire pourra peut-être débusquer encore d'autres personnes qui sont tapées dans l'ombre. Et voilà, qui nourrissait secrètement l'ambition ici de procéder à une déstabilisation donc, de leur politique. D'accord. En tout cas, un communiqué qu'on a essayé de regarder parce que dans tous les cas, c'est bien dit, les investigations vont se poursuivre. Oui, donc en vue d'établir toutes les implications éventuelles et d'en tirer donc toutes les conséquences de droit. Et on espère, nous, avoir encore des informations qui sont de l'ordre de ce qui est à partager et dont on pourrait être confiant. Peut-être qu'on sera sur ce plateau-là un peu plus voilà, à même d'analyser. De tirer des conclusions hâtives et d'observer la suite des événements. Évidemment. J'ai dit qu'il y avait 3 sujets. Le premier que nous devions enrôler, on va y revenir parce qu'on l'avait déjà établi en reportage avec le Centre national de presse Norbert Zongo et qui revenait donc sur la question de l'extradition de François Compaoré, le petit frère de l'ancien président. Et on sait, beaucoup doit couler sous le pont depuis l'audience de notification à Paul-François Compaoré de la demande d'extradition du Burkina Faso. C'était quoi, le 13 décembre 2017 c'était un 14h30. 6 ans. Voilà, un 14h30 précise. Et en son temps, le Burkina aussi ne disposait pas, dans son corpus législatif, de la sanction de la peine de mort, un véritable frein. Sur la question, et bien d'autres, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous avez fait plusieurs sorties là-dessus, Maître Kéré. Vous prédisiez, oubliez ça, il ne va même pas être extradé. Et ça, je le lisais à l'appel avant, quand je préparais cette émission. Mais quel regard on peut avoir sur cette décision qui vient de tomber? Déjà, l'avocat, dans l'affaire que vous avez été. Violation de l'article 3. Si on ramène François Compaoré ici au Burkina, on a peur que l'opinion publique, on a peur que la vindicte populaire le tue à la maison d'arrêt. Comme on a vu un prêtre italien qui a été assassiné à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. On a peur. Traitement inhumain et dégradant. Les institutions judiciaires ne sont pas en cause. Les institutions judiciaires ne sont pas en cause. Que les juges burkinabés se rassurent. Ils sont aussi meilleurs que les juges français ou les juges européens. Maintenant, la Cour dit, article 3, est-ce qu'il encourt de traitement inhumain ou dégradant, ou est-ce qu'il y a un risque, même minime, d'atteinte à sa vie? C'est ça. Il y a 2 coups d'État. 2 coups d'État en un an. Plus un pays exempt en proie à des terroristes qui déciment nos populations. Et ça, c'est incontestable. Et à tout moment, n'importe qui peut être assassiné. N'importe qui peut être assassiné. N'importe qui peut être assassiné. Maître, outre François Compaoré, vous défendez d'autres dossiers ici. Des gens qui sont condamnés ou relaxés, qui repartent en prison. Qu'est-ce qui change entre M. François Compaoré? J'étais sur le plateau ce matin de TV Omega. Norbert Zongo n'est pas n'importe qui. Norbert Zongo n'est pas n'importe qui. Et je disais, mais qui peut vraiment, même s'il a 7 ans, l'âge de raison, accepter la mort de Norbert Zongo dans des conditions que nous savons tous, avec ses 3 compagnons? Qui peut accepter ça? Personne ne peut accepter ça. Deuxièmement, François Compaoré, ce n'est pas n'importe qui. Il a gouverné, il faut le dire, aux côtés de son frère en qualité de conseiller spécial, le pays. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, si vous voulez, vous venez faire une comparaison entre un justiciable lambda qui a écrasé un chat ou qui a volé une poule
avec ce dossier emblématique-là, il y a deux poids. Je ne dirais pas qu'il y a deux poids, deux mesures, mais c'est deux extrêmes. Oui, mais... C'est deux extrêmes. On va le décart. Non, c'est deux extrêmes. Non, à ce niveau, je suscite le débat. Oui, on va se permettre donc des petits tours de table et puis après on va revenir, vous allez continuer. Allez-y. Oui, docteur permettez-moi de réagir un peu par Allez-y. rapport à ça. Mais je pense que François Compaoré n'est pas quand même une personnalité aussi exceptionnelle comme vous voulez le décrire ici. Mais il y a des personnalités de la trempe de François Compaoré qui sont aujourd'hui dans nos prisons. Mais est-ce qu'il y a une inquiétude à ce niveau? Même si je prends le cas de Djibril Wassolé, qui s'est retrouvé aujourd'hui en France, il était aujourd'hui entre les mains de la justice ici, il était en détention. Mais dans quelles conditions il était? Est-ce qu'il a suivi des traitements inhumains et dégradants? Il était où? Exactement, il était où? Hein? Il était en prison où? Non, il était en détention privée, en résidence surveillée. Oui, il était en résidence surveillée. Voilà. Maintenant, oui. Donc, aujourd'hui, il y a des personnalités de la trame de François Compaoré qui sont aujourd'hui à la MACA. Aujourd'hui, des généraux qui sont aujourd'hui à la MACA. Je ne pense pas si François Compaoré est plus que le général Djendjéré, qui aujourd'hui est en train de purger dignement sa peine. Voilà, et qui accepte de purger dignement sa peine. Et donc, à ce niveau, moi, je trouve que c'est un argument que je trouve assez mineur pour parler de la question de la sécurité, comme si aujourd'hui, au Burkina Faso, ça dit qu'il y a ici des cas où des personnalités comme François Compaoré étaient entre les mains de la justice et qui ont subi ici un préjudice quelconque. Voilà. Donc, à mon sens, il faut trouver la raison ailleurs que sur des questions de justice. Vous allez réagir tout à l'heure. Peut-être répondez et puis je vais vous poser une autre question aussi. Je vais répondre sur votre argumentaire de ce que François Compaoré est injusticiable comme n'importe quel Burkinabé lambda. Mais souffrez que la Cour européenne des droits de l'homme ait des critères distincts des vôtres. Bado Laurent le disait, chaque peuple a sa culture. La conception que nous avons ici du Burkina, parce que nous allons dans les maquis, nous buvons la bière, nous mangeons nos poulets, ce n'est pas la même conception que le petit Européen, qui en plus est européen à la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, j'ai une copine qui est venue de Suisse, qui est infirmière en Suisse, qui est Bambara, donc burkinabé. Son mari est député à l'Assemblée, comme on appelle, législative en Suisse. Il a refusé de venir. Il a refusé de venir. Non, on tire dans tous les coins. On tire dans tous les coins au Burkina. Et donc, ici, on est tranquille. L'Européen n'est pas l'Africain. L'Européen n'est pas le Burkinabé. Souffrez que la Cour européenne, elle puisse avoir une autre conception en disant, il y a 2 coups d'État en un an. C'est une situation, et c'est un area, c'est-à-dire c'est une zone d'insécurité. Et ça, on y est. Mais là-dessus, on sait un peu comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'éléments qui sont envoyés. Je me rappelle, et je le disais encore, vous disiez, c'est pas possible qu'ils viennent tant qu'il y a la peine de mort, ce sera pas possible. Il y a des efforts qui ont été faits. C'est-à-dire à chaque fois, il y a un élément qu'on ressort comme du chapeau, comme un peu du chapeau, comme un peu du chapeau. Et à un moment donné, on disait, même et à un moment donné, ce qui était ressorti, non, cette justice-là même ne peut pas dire vraiment le droit, elle risque d'être fort partisane. Mais là, maintenant, ça devient notre débat. C'est un homme d'une autre qualité. Je pense que l'État burkinabé a donné assez de garanties, quand même. Sauf que les garanties, pour la sécurité. C'est l'élément fondamental de François Compaoré. Je suis sûr. Laissez mettre Kéré. Sur les garanties. Laissez mettre Kéré. Les garanties offertes par l'État burkinabé. Sous ROC, sous le régime du MPP, la France a favorablement accueilli ces garanties et a dit nous prenons un décret qui autorise l'extradition de François Compaoré. Et ce décret, vous le savez comme moi, a fait l'objet d'un recours devant la Cour européenne. Mais la procédure faisant son cours, la procédure suivant son cours, entre-temps, Damiba a renversé Roch. Et IB a renversé Damiba. Ça, ce sont des faits constants. Excusez-moi, hein? Moi je suis à la fois français, parce que j'ai fait 31 ans en France, avec toutes les frustrations. Oui, mais vous avez dit... Attendez, je finis, je termine. Je termine. Je dis, avec l'esprit que ces petits Européens ont dans la tête, pour eux, 2 coups d'État en un an, nous demandons au Burkina de réitérer après ces 2 coups d'État-là. Est-ce que c'est sûr que si le gars il vient au Burkina,
ça ne va pas créer de problème sur sa vie et sur les traitements inhumains et dégradants. Et je dis bien, le Burkina a répondu. Le Burkina a répondu à la France en disant, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que la France a fait un mémoire pour réitérer les garanties de la Cour européenne? Et lisez bien l'arrêt. La Cour européenne s'est engouffrée dans cette brèche pour dire, en l'état actuel, il y a un mémoire qui a été produit par François Compaoré, par les avocats parisiens de François Compaoré, pour dire il y a 2 coups d'État en un an, et aujourd'hui, le Burkina est en proie à des attaques terroristes, ce qui est incontestable. Est-ce que vous réitérez les garanties que vous avez initialement données? Ces garanties n'ont pas été réitérées. Docteur Nebi, vous allez réagir. La Cour européenne a tiré toutes les conséquences de droit et de fait et a dit, moi je ne valide pas le Maître Paul Kéry, docteur Nebi. Le premier mot que moi je vais dire, c'est ce mot-là que nous aimions quand nous étions étudiants et quand nous partions voir les autorités qui nous disaient que parfois il y a certaines revendications qui ne peuvent pas être satisfaites là, et nous répondions que c'est du dilatoire. Ce que la Cour européenne des droits de l'homme est en train de faire et qui est soutenu ici par Maître, qui dit qu'il est mon maître, c'est du dilatoire. Franchement, en 2017, M. François Compaoré a été appréhendé parce qu'il a eu un mandat d'arrêt international lancé contre lui. Il a justement saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Mais depuis 2020, l'État burkinabé, sous Roch-Marc Christian Kaboré, a donné toutes les garanties que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit, je cite, « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », a donné toutes les garanties que cet article ne sera pas violé. 2020, il y a eu 2 ans après que le gouvernement Roch a donné ces garanties-là pour que le coup d'État de Damiba se fasse. Donc en 2022, les 2 ans durant, la Cour européenne n'a pas jugé utile d'extrader François Compaoré, bien que ces garanties aient été données 2 ans avant, en 2020. Et nous sommes en 2022, avant que le coup d'État ne se fasse. Quand Damiba est arrivé, le régime Damiba, Diallo l'a rappelé ici, a encore réitéré les mêmes garanties. Il a fait 8 mois. François Compaoré n'a pas été extradé. Aujourd'hui, on sort pour dire c'est parce que le régime Traoré n'a pas réitéré les garanties. C'est du dilatoire, c'est du faux. Qui a dit ça? Diallo l'a dit ici. Diallo menace. Non, je vais répondre. Oui, à chaque fois, je vais répondre. Je pense que le débat, oui. Non, on va équilibrer. Voilà, parce que là, si vous permettez, non, docteur Olopépin, je vais répondre. Si vous permettez, parce qu'à chaque fois, ce que vous posez, c'est des éléments. Je pense que lui, il a les clés pour pouvoir répondre, pour avoir défendu l'homme. Donc je pense que c'est très important. Vous donnez des éléments et lui, il y répond. Allons-y. Alors, la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est comme ça. C'est pas, on fait une citation directe devant le tribunal correctionnel, surtout si c'est en matière de presse, c'est 3 mois de prescription, il faut aller vite. C'est comme ça, le temps et le droit. Voyez-vous, pour un délit ici commis, si 3 ans se passent, c'est prescrit. Et la Cour européenne des droits de l'homme prend le temps. Tant pis. Si après il y a 2 coups d'État. Mais monsieur Kéry, ce que vous dites, c'est très intelligent, mais son élément aussi, pour moi, ça tient. C'est-à-dire quand on donne des garanties, lorsque vous les avez, vous exécutez. Je prends un exemple. Le cas par exemple de Macron, c'est vrai que vous allez nous rappeler que là-bas, il y a le politique, il y a l'exécutif, il y a une question d'indépendance. Vous allez nous le rappeler. Il le disait lorsqu'il était passé ici, lorsqu'il était en visite à Ouagadougou, il promettait tout faire pour faciliter l'extradition au Burkina Faso de François Compaoré. C'était dit de façon très claire. Une faute politique et une faute judiciaire. Faute politique, parce que c'est pas à l'exécutif. Maître Kéry, vous permettez. C'est pas à l'exécutif. Maître Kéry, vous permettez. Lorsque le président français dit, il fera tout pour faciliter cette extradition, sachant évidemment que celui qui est assis à côté, qui est Roch Kaboré en son temps, a donné tous les éléments
pour que votre client soit extradé. Donc n'allez pas dire aujourd'hui que les éléments... C'est un gamin qu'on a élu à l'Élysée. N'allez pas dire aujourd'hui que parce que les éléments... Non, ne sortez pas du débat. N'allez pas dire aujourd'hui que les éléments de garantie n'ont pas été donnés, alors qu'ils ont été donnés à un moment donné et ils ne sont pas exécutés. Sauf que la Cour européenne, lorsqu'elle est saisie, elle étudie le dossier. Et elle prend du temps pour étudier le dossier. Et au moment où elle doit livrer sa sentence, son arrêt, il y a eu coup d'État. Quand on regarde, c'est aussi simple. Et là, monsieur Nébier, le docteur Nébier, c'est bon. Hein? La Cour européenne a sa réponse claire, nette et précise par rapport à la difficulté. On peut critiquer en disant, il a raison de dire que c'est du dilatoire, mais ce n'est pas du dilatoire. Et ça ne peut pas être imputé à François Compaoré, qui ne souhaitait qu'on puisse statuer le plus rapidement sur le sort. Alors, le temps et le droit, à vous de juger. Nous, c'est la question, vous n'avez pas encore réagi, allez-y. Je n'ai pas réagi, mais bon, moi, je suis même un peu sonné. Parce que quand on n'est pas spécialiste d'une question et on écoute les spécialistes de la question et qu'on doit se prononcer avec l'œil du profane, c'est un peu compliqué. Mais quand cela ne tienne, c'est que mon aîné dit, Maître Kéré, je suis même plus inquiété. Parce que quand on dit François Compaoré et le voleur de poules n'ont pas forcément la même justice, je suis inquiet parce que j'observe effectivement ces derniers temps, ça semble être ça. Vous avez suivi avec moi l'affaire de Adja Larissa Nikiema de Comsilia, qui a subi peut-être un autre traitement par rapport à d'autres. Bon, bref, donc je dirais que ce qu'il dit, c'est ce qui parfois se passe, mais bon, qui ne se dit pas. Mais pour moi, c'est pas ça qui est important. Comme je le dis, je ne suis pas spécialiste de la justice, mais ce que j'observe, c'est comme si son client, vous me permettrez le terme, est comme un colis d'échange entre la France et probablement le Burkina, qui a beaucoup d'influence sur la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour moi, du coup, comme la situation se dégrade au Burkina en termes de droits de l'homme, avec les récents kidnappings et tout ce qui va avec, des enrôlements qu'on amène les gens au front, peut-être que les gens se sont inquiétés. Et n'oubliez pas qu'en plus de ça, nos relations se dégradent naturellement avec la France, qui pourrait peser de tout son poids qu'elle a en Europe pour empêcher l'extradition donc de François. J'en viens même au fait que Macron est venu au Burkina et a osé dire qu'il fera tout pour l'extradition. Ça doit en tout cas attirer notre attention parce qu'ils ont du poids pour que l'extradition ait lieu. Mais quand on fait les débats techniques sur l'article 3, il y a beaucoup d'aspects politiques et stratégiques dans l'extradition de François Compaoré. Et nous devons tenir compte de ces aspects-là avant de faire, en tout cas... Il fait bien de parler de stratégie. Maître Kéré, il fait bien parler de stratégie. Hein. Il fait bien parler de stratégie. Bon, je pose une question qui peut paraître niaise. Mais est-ce que François Compaoré a envie de se blanchir dans cette affaire? Écoutez, moi... toutes les discussions que j'ai eues avec François Compaoré, il a dit ceci. Si j'étais sûr qu'en venant au Burkina, j'aurais droit à un procès équitable qui sera mené, parce qu'il y a plus de 65 PV qui le disculpent. Il y a une commission qui a été érigée et qui l'a disculpé. Je ne vais pas revenir sur le non-lieu du juge d'instruction confirmé par la chambre d'accusation. Je vais réagir par rapport à Newman pour dire. Je vais réagir par rapport à. J'ai répondu. Réagissez, j'aurai d'autres questions. La loi n'a pas mal fait de dire il y a les contraventions, il y a les délits, il y a les crimes. Donc je veux vous rassurer, parce que vous êtes peureux comme moi. Et ceux qui ont peur, là, leur maison se bâtit. Oui. Bienvenue au club. Il y a les délits, il y a les petites infractions, il y a les grosses infractions, et il y a les moyennes infractions et il y a les grosses infractions. Contravention, délit, crime. Et les infractions ne sont pas traitées de la même manière. Donc, bon, accommodez-vous de ce que le dossier d'extradition de François Compaoré ne soit pas comme celui qui a fait une petite escroquerie sur 1 million. C'est la loi qu'il a voulu ainsi. Ceci étant, j'abonde dans votre sens pour dire que
sur l'extradition de François Compaoré, vous avez dit quelque chose de juste. L'extradition de François Compaoré est politique. Politique. Et la décision aussi est politique. On y est. On y est. On y est. Vous savez que lorsque l'extradition est demandée pour des raisons politiques, ce n'est pas accordé. Les Ivoiriens n'extradent pas leurs nationaux. Les Français n'extradent pas leurs nationaux. Si vous dites le Français, il a commis le crime le plus abominable, on le juge en France. Pour être sûr qu'on a les garanties. L'Ivoirien, si vous dites un Ivoirien, il a commis le crime le plus abominable, laissez-le en Côte d'Ivoire, sinon on va le juger. Pourquoi vous évoquez la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il a dit qu'il est Ivoirien et Burkinabé lorsqu'il a été arrêté. Vous êtes très très intelligent parce que vous m'avez vu venir. Parce que, j'allais dire, si l'extradition était accordée, ne croyez pas que François Compaoré allait venir au Burkina. Je vous le dis, tout net. Parce que la Côte d'Ivoire dit, mais c'est notre national. Recommencez, reprenez la procédure. Il est aussi burkinabé. Oui, mais reprenez la procédure. Il a la double nationalité. Mais on n'y est pas puisqu'on n'a pas eu besoin. C'est comme la Cour de cassation quand elle se prononce. La Cour de cassation dit, sans évoquer les autres motifs de cassation qui sont valables, le seul moyen de cassation suffit. Donc, allez, ça, c'est pour peut-être votre information, mais François Compaoré est aussi ivoirien. Et les Ivoiriens n'extradent pas leurs nationaux. Mais on n'y est pas. Vous savez, est-ce que j'ai répondu à toutes vos inquiétudes? Naturellement, il y a l'aspect stratégique. Non, les Ivoiriens n'extradent pas leurs nationaux à partir d'où? À partir de la Côte d'Ivoire ou dans un autre pays? Dans n'importe quel pays. C'est en Côte d'Ivoire. Non, c'est à la Cour européenne des droits de l'homme d'extrader François et non la Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, s'il résidait en Côte d'Ivoire et que l'État burkinabé demandait à la Côte d'Ivoire de l'extrader, ce que je veux dire, là je peux comprendre. Ce que je veux dire, peut-être développer, on va se comprendre par rapport à ça, qu'il y a un débat inutile d'ailleurs parce que la Cour européenne a mis fin comment on appelle ça, au processus, à l'inquiétude, ou du moins on attendait, tout le monde attendait, tout le monde était accroché à ça. Si la Cour européenne validait le décret d'extradition de François Compaoré en partance pour le Burkina, la Côte d'Ivoire pouvait immédiatement en France dire non. Il faut reprendre la procédure par rapport à c'est non national. C'est ça que je voulais en fait porter à votre connaissance. Maître Kéré, concrètement, parce que quand on voit cette décision, la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, elle demande à Paris de réexaminer le décret autorisant l'extradition de François Compaoré. En français facile. Est-ce que ça veut dire que c'est définitivement verrouillé? Parce qu'on a l'impression. Ça veut dire qu'on peut relancer encore. Moi je dis en français facile. C'est une bataille qui a été gagnée, c'est pas la guerre. En français facile, la Cour européenne a pris un arrêt le 7 septembre 2023. Cet arrêt est totalement définitif. On parle de la saisine de la Chambre, la Grande Chambre. La saisine de la Grande Chambre. Là. Vous voyez la France repartir à la Cour européenne des droits de l'homme pour dire nous venons vous ramener les garanties de... Oui, mais Maître Kéré, ce qui est évoqué, si c'est l'instabilité pour les deux coups d'État, l'article 3, évidemment... C'est inconcevable. Mais Maître Kéré... Pour laquelle j'ai l'impression qu'il y a un chantage même derrière. Maître Kéré, écoutez aussi. Non, Maître Kéré, j'ai posé la question, parce que quoi qu'on dise aussi, on a ici aussi un rôle pédagogique, parce qu'on donne des clés à ceux qui nous regardent. Bien sûr. J'ai dit, lorsque il est demandé à Paris de réexaminer le décret autorisant l'extradition, est-ce que ça veut dire que c'est fermé? Il y a un article 3 qui a été invoqué et qui parle de certaines conditions. Ça veut dire que si ces conditions-là, les garanties arrivent à être amenées à un moment donné, ça peut être réexaminé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est inconcevable ce que vous êtes en train de dire. La Cour, elle n'a pas forcément dit un bon droit. Elle a erré en disant qu'elle demande à la France de réexaminer le décret d'extradition. Oui, mais la Cour... Bien sûr, la base des garanties qui ont été données et qu'elle trouve... La Cour, elle est saisie in rem. Les limites des termes du décret... La Cour est saisie, la Cour européenne est saisie sur la base d'un décret. La Cour, dans son arrêt, peut dire, mais c'est à vous de réexaminer les conditions de votre décret. Mais sans plus. Oui, parce que je voulais rajouter quelque chose, et puis après, c'est bon. Lorsque la Cour européenne, c'est parce que c'est le Burkina qui est concerné, parce que ça pouvait être un citoyen français qui saisit la Cour européenne parce que, né garçon, il se sent fille dans sa tête. Donc, la Cour européenne a déjà autorisé qu'il puisse faire l'opération et qu'on remplace le sexe de femme
par un sexe d'homme par un sexe de femme. La Cour a déjà et a obligé la sécurité sociale française. Vous voyez? Donc, et la France est obligée de prendre une disposition législative pour se conformer à l'arrêt de la Cour européenne. C'est vous dire que lorsque la Cour statue, elle statue en droit, et ce droit-là s'impose à tous les États signataires de la Convention. C'est terminé. Même quand elle invoque des éléments qui peuvent évoluer, ça c'est ce que je ne comprends pas. Mais donc on va continuer. On va continuer. Mais très rapidement, parce qu'il y a un autre élément que je veux lui opposer. Vous avez posé une question qui est assez fondamentale. Et sur le plan même moral, c'est la question de savoir est-ce que M. François Compaoré a véritablement envie de venir se blanchir. Voilà. Je vais répondre. Non, vous avez déjà répondu. Vous avez dit qu'il a donné il vous a dit à plusieurs reprises qu'il, s'il était convaincu qu'il ferait l'objet d'un procès équitable, serait venu. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, là, franchement, M. François Compaoré devrait savoir que tous ceux qui jubilent aujourd'hui parce que finalement, ils ne viendraient pas au Burkina pour faire face à la justice burkinabé là, ce ne sont pas des gens qui l'aiment. Ceux qui aiment François, c'est ceux qui disent comme moi que la décrépitude morale et même la déchéance morale à laquelle l'on assiste aujourd'hui, de voir François Compaoré en train de raser les murs, raser les murs bien sûr, il n'y a pas cette possibilité-là de venir dans son pays. Il ne rase pas les murs. Ça c'est déjà une justice que même le procureur ne pourra pas rendre. Moi j'ai quand même une question qui m'est taraude, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui toutes les solutions sont épuisées sauf la seule volonté de François de rentrer au Burkina en tant que Burkinabé. Bon, il y a eu une interprétation de Maître Kéré. Ça, c'est, moi je dis ça a été une interprétation parce que la question de droit on connaît. Moi, je voulais ajouter. Je veux. Par rapport aux garanties que la Cour a demandé, la Cour s'est adressée à qui? À l'État burkinabé ou à l'État français? L'État burkinabé n'est pas parti à la cause. Non, je demande. Non, mais la Cour s'est adressée directement à l'État burkinabé. Non, ce que je veux dire, c'est que la procédure devant la Cour européenne, ça oppose la France à François Compaoré. Par rapport au décret. C'est un recours contre le décret. Si, on le comprend. Voilà, donc il faut bien comprendre la procédure devant la Cour européenne. Donc la preuve, c'est la France qui a été condamnée à verser 15 000 euros. Au dépend. On comprend. Et de réexaminer son décret. Et réexaminer son décret. C'est ce qui a été dit de façon claire. Réexaminer son décret. On va essayer de clore. Reposer la question. On va essayer de clore. Je n'aime pas les non-dits. Je vais répondre à votre question. Oui, je vais savoir. La Cour là s'est adressée directement à l'État burkinabé pour les nouvelles garanties que la Cour demande, ou bien c'est à l'État français. Vous voyez comment ça marche? Oui. Lorsque la Cour demande que les garanties de l'article 3 soient produites, elle demande à la France, qui demande au Burkina, elle demande à la France, qui est partie au procès. Oui, elle demande à la France. Le Burkina est demandeur à l'extradition auprès des autorités françaises. Laquelle extradition a été accordée. Et il y a eu a été accordée. Donc la France avec le Burkina, il n'y a pas de problème. Les relations sont au beau fixe. Maître Kéré, vous disiez, parce que au moins, quand je disais à un moment donné, vous rappelez que ça n'allait jamais être possible, c'était comme si vous voyez les choses venir. Oui, mais vous avez éléments. Non, vous avez donné des éléments. Oui. Il y avait un autre élément qui, moi, m'a fait tilt. Vous disiez qu'il y a la question de l'infraction qui est considérée en France comme prescrite. Il y avait là. Mais est-ce que ça tient? Non. Bon, vous voulez qu'on fasse un débat récurrent? Parce que c'est parce que là vous vous êtes trompé. Non. Là vous vous êtes trompé. Je vais revenir encore à mon ami et Cadet Nyoumou. La contravention se prescrit par 1 an, le délit par 3 ans et le crime par 10 ans. On parle d'un crime abominable. Ça fait combien de temps? 13 décembre 1998. 25 ans pratiquement. 25 ans. Donc, à la suite de l'insurrection populaire et de l'avènement de la transition, sous Zida, sous Kafando, réouverture d'informations. Réouverture d'informations. Ce qui est le droit le plus absolu. C'est-à-dire que quand après on trouve des preuves de l'autorité du prince, le fait du prince, on peut décider de rouvrir les informations. Mais si on réouvre l'information, moi j'aurais été l'avocat du gouvernement.
Attention, il faut bien baliser. Il faut bien baliser. Si on dit il y a des éléments nouveaux, il faut viser les éléments nouveaux. Quand vous regardez même les éléments nouveaux, vous verrez que sur les éléments nouveaux, c'est un certain Rodrigue Yamego qui vient dire on m'a promis 50 millions pour que je puisse faire ce témoignage. Bon, là on est dans le fond. Vous voyez, il faut venir je ne veux pas aborder le fond du dossier. Ah oui, mais ça c'est le fond. Non, oui, mais c'est pour le ça fond. il faut au moins accepter de venir répondre. Vous voulez parler de la prescription? Bon, si. Et puis, je n'ai plus besoin de parler. Bon, parce qu'on va passer à un autre sujet. 25 ans. Ça me brûle les lèvres. 25 ans. Parce que, quoi qu'on dise aussi, le grand frère, lui-même n'est même pas présumé innocent. Il est condamné. Il est venu ici, il a même lu une lettre et puis il est reparti. Hein. Il a fait lire une lettre et il est reparti. Dans le même procès? Non, pas dans le même procès. Bon, je veux dire ce dont il a été retenu coupable. Comme vous disiez, peut-être que lui et son petit frère ne sont pas des... C'est pas le voleur de poulet, on est d'accord. Le crime dont on parle, Norbert Zongo, Sankara, dans la trame du mot, c'est... Voilà, donc vous comprenez. Donc je veux dire que peut-être que comparaison n'est pas raison, mais faire un parallèle n'est pas fou. Guengere était condamné injustement. Allons-y. Et le condamnation de Guengere là a permis à conforter François Compaoré dans sa position. Autre Si sujet. je viens ici, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Non, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Non, 30 secondes. Attendez, 30 secondes. C'est pas ça qu'on va terminer. Non, 20 secondes. Allez, 15 secondes. 15 secondes. Okay. Je suis dans un maquis. Je vois des gens qui parlent du dossier de François Compaoré. Donc j'ai l'oreille un peu attentive parce que je suis intéressé à la procédure. Ah non, c'est François Compaoré qui a commandité la mort de Norbert Zongo. Ah bon? Je n'ai même pas branché. Je suis parti sans qu'il sache même que je suis avocat. Je suis parti tellement j'avais peur, comme Youmou. Tellement j'avais peur. Vous vous rendez compte? Tellement j'avais peur. Ça veut dire que il est déjà jugé coupable. Vous demandez à un gamin de 15 ans, ou de 21 ou 18 ans, François Compaoré est le tueur, le coupable. Alors, comment on peut fonctionner comme ça? Moi qui suis avocat, le respect de la présomption d'innocence. Merci, Maître Kéré. Le respect des droits de la défense. Merci, Maître Kéré. Bon, je pense que sur ce sujet, si vous permettez Nébier, vous permettez Olo Pépin, vous permettez Nébier, vous permettez Olo Pépin, Maître Kéré, n'oubliez pas qu'on a quand même l'avocat. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce qu'on a l'avocat. Donc, tenez compte de cela aussi dans la façon dont vous entendez aussi. Moi, je pense que c'est très important. Oui, mais banalisez-moi. Non. Banalisez-moi. Je veux dire que l'avocat, j'aime ça. L'avocat, non, j'ai dit on a l'avocat. Quand je dis qu'on a l'avocat, c'est une façon aussi de comprendre. Vous parlez de votre client aussi. Donc on se comprend. Voilà. J'ai dit qu'il y avait 3 sujets. Le dernier, on va aller rapidement parce que le temps qui nous est imparti, pour ce qui est de ce premier plateau en train d'aller très vite, j'ai dit qu'on allait parler de l'interview que le président Ibrahim Traoré avait accordé. On a pu le voir pour la plupart il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'en date, ça datait du 31 août, avec des sujets très actuels. Je vais prendre 2 points qui sont très intéressants. Le premier, c'est sur la question de la lutte, dit-il, contre le néocolonialisme. Il parle d'une armée qui, elle aussi, en a été impactée par ce néocolonialisme-là. Et il prend en exemple, en termes de repères, l'armée sous Sankara, qui, elle, avait des moyens, elle avait, l'envie, l'agnac et tout ça. Et en termes d'organisation, qui, en tout cas, c'est la référence dans les modèles que nous avions dans notre histoire. Et il dit que c'est ce qui doit changer, c'est ce combat qu'ils sont en train de mener. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce chapitre? Je vais commencer par Dr Lopé Peigné, qui aime parler souvent de lutte contre le néocolonialisme. Oui, mais je pense qu'à travers son interview, il a fait une clarification politique. Et parce que même au niveau des autorités de la transition, il ne lâchait pas clairement le mot néocolonialisme et impérialisme. On nous parlait de coalition internationale et qui a un complot, ou du moins qui aurait fait un complot contre le Burkina. Mais cette fois-ci, je pense que le président a tranché et il a dit clairement, il a indexé clairement le néocolonialisme. Voilà. Et donc, pour moi, ce n'est pas un discours qui est ambigu. Le langage a été suffisamment clair. Voilà. Et aujourd'hui, la question de l'insécurité aujourd'hui est une des manifestations du néocolonialisme. Et j'ai dit ici, sur ce même plateau, que la lutte contre l'insécurité est fondamentalement une lutte anti-impérialiste. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Voilà. Maintenant, la question de l'armée dont il a parlé, et c'est vrai, avec l'entrée du Burkina dans les programmes d'ajustement structurel, voilà, où ici, ce programme est venu déstructurer tout notre système économique et ainsi de suite.
l'armée était un secteur délaissé aussi bien que d'autres secteurs tels que l'enseignement ou autres, qui étaient jugés comme des secteurs improductifs. Voilà, et il ne fallait pas ici injecter de l'argent parce que la FMI, Banque mondiale, était plus soucieuse des équilibres macroéconomiques et autres. Mais il n'y a pas que ce facteur seulement. Il y a aussi cette volonté de conservation du pouvoir qui a amené ici les tenants du régime de l'époque à désaxer sur notre armée au profit ici d'un pouvoir à vie. Ça aussi, c'est une dimension très importante. On a vu l'état dans lequel était notre armée. C'est une dimension qui n'est pas abordée. Hein. Oui, non, le président n'a pas abordé. Mais c'est pour dire que il n'y a pas que le néocolonialisme, il n'y a pas que les programmes d'ajustement structurel qui ont détruit notre armée, mais il y a aussi cette volonté de conservation du pouvoir qui a amené aussi des tenants de ce régime, de l'ancien régime, à désaxer notre armée au profit de leur seul pouvoir. Ça aussi, c'est un facteur très important qu'il faut souligner. Voilà. Mais le président a voulu simplement dire clairement que la lutte que nous sommes en train de mener est une lutte anti-impérialiste. Parce que le terrorisme, aujourd'hui, tel qu'il se manifeste, n'est rien d'autre qu'une des dimensions de l'impérialisme. Voilà. Et aujourd'hui, on peut parler du nouvel impérialisme qui se manifeste de façon plus violente à travers ici le terrorisme à l'international et que tout le monde aujourd'hui connaît. Donc à ce niveau, je pense que le langage, cette fois-ci, a été plus clair. On ne parle plus de coalition internationale, mais on désigne clairement ici le néocolonialisme comme État responsable donc, de l'insécurité au Burkina Faso. Docteur Nebié. Oui, ce discours, moi, peut-être pour rafraîchir un peu la mémoire du grand frère docteur Olo, oui, c'est depuis Moscou. Hein. Même à Moscou, son discours à Moscou, c'était l'impérialisme, le néocolonialisme. Donc, cet entretien-là s'inscrit dans la logique de ce qui avait été prononcé à Moscou comme discours. Et c'est vrai, docteur Olo l'a également rappelé, oui, ce sont les passes. Mais on a passé tout le temps à dénoncer les passes, mais les gens pensent que c'est une vue de l'esprit. Les programmes d'ajustement structurel dans les années 90. Mais on vous dit qu'il y a des secteurs qui sont des secteurs improductifs, donc il ne faut pas investir dans ces secteurs-là. Et nous, vous l'avez dit tout à l'heure, une question qui paraît niaise. Tout niais que nous sommes, nous avons cru en ce qu'ils nous ont dit. Mais en même temps, le président n'a pas indexé. Mais il y a des sous-entendus. Quand il dit sous Sankara, c'est vrai qu'au temps de Sankara, on ne parlait pas de passe. Mais le néocolonialisme, là, l'impérialisme, était déjà là avant Sankara. Mais pourquoi sous Sankara, on ne s'est pas plié aux exigences du néocolonialisme? Pourquoi c'est après Sankara qu'on accepte que ces injonctions-là nous viennent de l'extérieur? Autrement, il y a des acteurs de l'intérieur qui sont indexés, même si le président n'a pas cité de nom. Et justement, il faut le dire, c'est ce que mon maître Kéré est en train de défendre aujourd'hui là. Ils sont à l'origine. Qui? Mais la famille Compaoré. Donc le régime Compaoré. D'accord. Nimou. Moi plutôt, je vais ramasser les mots de fin du docteur Nebié. Le président a indexé clairement la France. Parce que si vous allez écouter les discours, vous allez voir à quelque part où il a parlé clairement de la France. Mais moi, ce n'est pas ça qui me dérange. Mais ce qui me dérange, même si je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais dans un passé récent ou quand j'étais encore plus jeune, je savais que l'armée burkinabé était très crainte. On faisait même des opérations à l'étranger. Et puis, tout le monde savait qu'au Burkina, quand même, il y avait une armée qui était... Mais c'est de quelle armée le président parle? C'est lui qui est spécialiste des questions militaires, c'est lui qui est le chef de l'État. Il dit que l'armée a été déstructurée. Il est revenu là-dessus 3 ou 4 fois dans le discours. Mais lui-même, il a intégré cette armée déstructurée. Et il a évolué pour avoir le grade qu'il a aujourd'hui. Mais bon, je m'interroge beaucoup sur cette armée déstructurée qui a fait des missions et qui a reçu même des félicitations par endroits dans les missions de maintien de la paix. Bon, je suis un peu perdu. Mais bon, qu'à cela ne tienne, bon, notre président, il a toute la volonté, hein, on sent dans le discours qu'il a toute la volonté, mais toute l'attraction pour atteindre les objectifs n'y sont pas. C'est ça aussi qui est le véritable problème. Sur la même question, Maître Kéré. Bon, moi je pense que
quel est ce pays-là qui ne veut pas s'assumer militairement, assurer sa propre défense par sa propre armée efficace. Voilà. Donc ce qu'il dit là, ça ne vient pas de la cuisse de Jupiter. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Il faut absolument que notre armée là, telle que c'est parti là, on puisse s'équiper. Il est allé, il a fait une visite à l'armée de l'air. Moi je le suis tout le temps. Même si je ne l'ai pas encore vu. Je le suis tout le temps. Il est allé une visite à l'armée de l'air. Il faut qu'on crée vraiment une armée de l'air digne de ce nom. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce sont les frappes aériennes qui ont changé la donne. Les frappes aériennes ont changé la donne. Ils sont regroupés sous un arbre. La bombe, elle tombe. On les frappe. Il manque. Parce que moi, je suis un commando. J'étais formé à Pau. Il manque quelque chose. Il faut ratisser. Quand vous tapez comme ça, ils sont en train de s'échapper. Il y a certains qui s'échappent. Et puis il y a d'autres qui montent sur les mobilettes là. Il faut créer un périmètre de 5 km autour. Et puis les cueillir à froid. Ça doit être fait, bien sûr. On ne montre pas ça en image. Bon. Donc moi, je veux bien y participer. Vous savez, il y a 2 avocats VDP. Bénévolé Sangara et moi, on a eu la chance de faire la formation militaire à Pau. Et le seul qui monte au front, c'est moi. Voilà, le seul qui monte au front, c'est moi. Ok, on a compris. J'ai dit que dans la question de l'entretien, j'avais 2 sujets. Oui. L'autre sujet que je vais aborder, c'est bien ce qui a cristallisé aussi les attentions, mais pour le monde des médias. Je rappelle la phrase, pour ne pas dire autre chose. Les radios qui font de la propagande, qui cherchent à donner plus d'aura à l'ennemi, à faire amplifier le conflit, nous allons les fermer. Il ne s'agit pas seulement des radios occidentales, mais les radios locales qui s'alignent dans le sens de l'impérialisme, nous allons les fermer. Il n'y aura pas de sentiment sur ce volet. Ça, c'est un propos qui se veut quand même assez clair. Souvent, il y a des libertés qui sont défendues. Et quelquefois, c'est dans des concepts, il faut bien être précis, sinon tout le monde peut tomber sous le coup de certains nombres d'éléments. Comment vous accueillez un discours pareil? Je vais commencer par Maître Kéré, comme c'est vous qui terminiez tout à l'heure. Là, je veux dire, celui qui essaie de porter atteinte à la liberté d'expression, ici, la branche sur laquelle il a assis, la liberté d'expression est quelque chose de fondamental. Peut-être conscientiser même les médias pour dire, écoutez, aidez-nous à lutter efficacement contre le terrorisme, mais pas dire on va fermer. Et ça, si j'avais le président en face, je lui aurais dit avec amour et affection que la liberté d'expression est quelque chose de fondamental. C'est comme l'indépendance de la justice, l'indépendance des magistrats. Ce sont des principes sacrés. Des principes sacrés qu'il faut respecter. Moi, je vois mal un média burkinabé aller faire l'éloge du terrorisme ou aller pactiser avec des terroristes pour déstabiliser quelque chose ici. Non. Ce qui doit être fait, c'est conscientiser les médias, avoir des rencontres périodiques pour dire, ben voilà, nous on souhaite que vous puissiez venir avec nous. Et mon seul désaccord avec le président Ibrahim Traoré, c'est ça. Il faut partir avec tout le monde. On ne peut pas, de manière sectaire, dire, mais voilà, toi tu es avec moi, n'est bien avec moi, le deuxième n'est bien avec moi, le deuxième est avec moi, mais nous, on va les garder. Non, il est burkinabé comme nous. Tout le monde. Mais là, il a parlé de la propagande. Peut-être que c'est. Mais le premier ministre comment est-ce qu'on constitue les choses? On a compris votre propos. Je vais aller comme ça. Parce que c'est le dernier tour de table. C'est le dernier tour de table. Oui, moi, avant de rentrer dans le vif, je vais vous raconter une anecdote par rapport à la question précédente. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que le président, quand il était chef de corps à Kaya, il y avait de l'artillerie lourde et qu'il s'amusait vraiment à faire des montages. En fait, je suis inquiet du fait de dire que notre armée a été déstructurée. Je suis un peu inquiet, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Donc pour moi, Kaya, qui était le camp où il y avait de l'artillerie lourde, lui-même il était là-bas. Bon, peut-être que vraiment il n'y avait pas d'artillerie lourde là-bas. C'est en fait ce que je voulais rappeler. Mais pour ce qui est de la question de l'affirmation nous allons fermer, moi mon problème à ce niveau, c'est le fait que dans cette affirmation, le président montre clairement qu'il détient toutes les commandes. Fermer une radio, normalement, ce n'est pas le président qui ferme. Donc, c'est là où il y a mon inquiétude. Mais lorsqu'on parle de propagande, on est sur un positionnement politique aussi. Oui, pour ça, il est dans son droit.
il est dans son droit. Je suis en guerre, je demande aux gens de m'accompagner. Si tu ne veux pas m'accompagner, tu peux te taire. Si tu ne vas pas te taire, bon, écoute, on doit suivre la procédure. Mais on ne ferme pas. Lui, il ne ferme pas. Voilà, il y a des institutions chargées de fermer. Donc, c'est là où il y a ma difficulté. D'accord, vous comprenez bien. Merci bien. Le président n'a pas dit je vais fermer. On va fermer. On va fermer, peut-être qu'on va instruire le CSC. Ok, j'aurais voulu. On va demander au CSC. Bon. Et même pas instruire. C'est pourquoi j'ai dit on va demander au CSC d'enclencher la procédure. On n'a même pas besoin de demander. Le CSC, mais de mémoire, sous le président Ibrahim Traoré, je ne pense pas que ce soit le CSC qui est fermé. Non, moi je ne parle pas de ce qui a été déjà fait. Ah bon, d'accord. Ce qui pourrait être fait. D'accord. Et en même temps, je voudrais dire aussi que Maître Kéré, peut-être que, comme lui, les journalistes auront peur de lui, mais quand vous dites qu'il faut conscientiser les médias, ils n'aiment pas ça. Hein, parce que nos médias sont professionnels, donc ils n'ont pas besoin que une personne externe au corps vienne jouer au moralisateur. Je vous corrige, on a eu des rencontres il n'y a même pas longtemps avec le ministre de la Communication sur ce sujet. On a eu d'autres rencontres avec le CSC sur ce sujet. Je vous corrige, les journalistes ou bien les hommes de médias, ils n'ont pas cet entêtement. Ça, je vous corrige. Je ne dis pas qu'ils ont un entêtement, mais je veux dire simplement que si vous partez, que vous voulez aller conscientiser les journalistes, je suis sûr que vous allez mettre quelques minutes avant de vous accorder sur les terminologies d'abord. C'est ce que je vais dire. On a eu des échanges avec le ministre en question et tout. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, le ministre va venir pour conscientiser les journalistes. Je ne crois pas. Bon, je redis le mot. Voilà. Bon, d'accord. Bon, terminé, je vais finir avec Dr Ole Pépin. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que là également, c'est pas tant la question de la liberté d'expression qu'il est question ici, c'est la liberté de presse. Et moi, j'ai toujours dit, depuis l'arrivée du capitaine au pouvoir, on peut remonter mes publications, il n'y a pas de bras de fer entre l'autorité politique et la presse. Les deux ont besoin de travailler en bonne intelligence pour que ce combat qui est engagé là puisse atteindre les objectifs escomptés. Parce que dans tous les cas, les journalistes ont besoin de l'autorité politique, tout comme l'autorité politique a besoin des médias. S'il y a un braquage entre les deux secteurs, forcément, il y aura des conséquences assez dramatiques. Docteur Lopépin, pour terminer. Oui, moi je dirais qu'il n'y a pas de journalisme neutre. Le journalisme est toujours au service d'une cause. Oui, il parle d'engager. Voilà. Et ce qu'on demande aux journalistes, c'est d'avoir une objectivité engagée. C'est-à-dire que la plume soit au service de l'intérêt général, au service du bien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand la plume est au service du mal, on fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. Ça pose d'abord, avant même de poser la question de la responsabilité sociale du journaliste, ça pose un problème d'éthique. Vous voulez qu'un journaliste relaie ici la propagande des ennemis qui sont en train d'endeuiller le pays au nom de la liberté de presse? Le problème, c'est que là où se situe aussi quelquefois les subtilités, on a déjà eu un cas de fermeture de médias locaux ici. Oui. Quand vous vous asseyez, vous discutez, il y a encore des débats sur le pourquoi de la fermeture. Alors que, pour moi, c'est des éléments qui ne doivent pas souffrir. Parce que c'est des positionnements que l'on dit politiques. Et donc, là, c'est une décision qui est politique. Mais là encore, quand ça fait débat, parce que ça donne à interprétation. C'est ça où c'est compliqué. Oui, mais ça, c'est sûr que ça alors va que la question propagandiste, oui. Pour moi, c'est des positionnements politiques clairs. Oui. Sur lesquels souvent, il n'y a pas de débat. Vous regardez en France sur la question ukrainienne, il n'y a pas façon de voir. Oui. Le positionnement politique. Donc je vais dire que, est-ce que ici ça ne donne pas droit à certaines subtilités ou ça... Parce que quand on regarde aussi nos médias locaux, c'est difficile de dire qu'il y a un positionnement politique propagandiste. C'est un peu difficile. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ça ne prête pas quelque part à interprétation? Et il a dit quelque chose, c'est ce par quoi je termine. Nous sommes en guerre, il y a une communication à faire. Ça demande d'aller ensemble. Moi je ne sais pas pourquoi, honnêtement, sur ce point-là, je ne sais pas. Il n'y a pas objet à tergiverser. J'ai écouté des responsables de l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias, en l'occurrence mon ami et grand frère Inoussa Ouedraogo, avec qui je chante très régulièrement, qui dit mais les journalistes ne disent pas qu'ils ne sont pas prêts à accompagner le gouvernement. Même s'il faut que les journalistes fassent de la propagande pour accompagner le gouvernement, si tant que cette propagande-là peut aider à recouvrer l'entièreté de nos territoires, ils le feront. Peut-être que c'est dans l'approche.
On l'aura compris. Peut-être c'est la nous sommes en guerre, tout le monde dit la même chose ici. Et cette communication-là doit être orientée vers la reconquête du territoire. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas vraiment de bras de fer entre l'autorité. Il ne doit pas en avoir. Il ne doit pas en avoir. En tout cas, merci. On l'aura compris. Merci en tout cas à vous, docteur Boukari Nebié. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci bien. Merci aussi à vous, docteur Lopi Payel. Vous êtes sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Merci. Aussi à vous d'être passé. Dissambourema Nyoumou, ancien député maire de Houndé. Merci. Vous êtes membre du Parti panafricain pour le salut, PPS. Merci. Et merci aussi à vous, maître Kéré, d'être passé. Docteur en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat à la Cour. Ça a été un plaisir de vous avoir et d'avoir vos clés de lecture sur ces différents sujets que nous avons abordés. On va quitter la politique pour la culture. Et c'est maintenant. Et en culture, un reportage, nous l'annoncions d'ailleurs en titre, nous sommes en plein dans la saison pluvieuse et c'est très difficile, notamment pour les acteurs du domaine de la culture, difficile de trouver des salles qui répondent aux normes couvertes pour des spectacles. Et il y a aussi que les mélomanes sont assez difficiles pour ce qui est de braver la pluie, pour venir répondre à l'appel de leurs fans. Et ce sont justement les acteurs du secteur qui en témoignent. Et c'est dans cet élément signé Maxime Jean-Eudes de Bambara. C'est un constat. La saison pluvieuse semble être une période de vache maigre pour les acteurs culturels au Burkina Faso. Artistes, promoteurs d'événements, tous se tournent le pouce. Les activités culturelles sont en berne. Si pour mascotte de son vrai nom, Joseph Tabsoba, entrepreneur culturel et producteur d'émissions grand public, le facteur pluie associé au manque de salles adaptées semble être la principale raison de cette hibernation. Pour l'artiste musicien Désiré Ouedraogo, dit Des Altino, c'est devenu une norme que les promoteurs d'événements ne veuillent pas prendre de risques pendant la période de pluie. Bon, moi je trouve que c'est tout à fait logique au Burkina parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est dedans et c'est pas cette année seulement. Donc pour tous les artistes, c'est le temps mort en saison pluvieuse parce que non seulement les promoteurs ne veulent pas prendre le risque d'organiser, parce que souvent, comme c'est un temps de saison pluvieuse, la pluie peut venir souvent gâter. Pourtant, l'organisation demande beaucoup assez de moyens. Vous savez que la période du mois de juillet, août, septembre, mi-septembre, c'est la saison pluvieuse au Burkina Faso. Voilà. Et cette saison pluvieuse est un frein, le plus souvent, dans l'organisation des événements culturels. Et si vous constatez également, il y a beaucoup de salles qui ne sont pas couvertes. Voilà, donc c'est très difficile pour les promoteurs d'organiser les spectacles. Pour le journaliste culturel Hervé David Onla, la pluie ne saurait être une excuse pour la non-tenue d'un événement. C'est dommage. Moi, je pense qu'à partir du moment même déjà où on commence à organiser un spectacle pendant la saison pluvieuse, on doit préparer tout cela. C'est important pour un organisateur de spectacle. Soit il dit, bon, au cas où, et ça existe, au cas où il y a la pluie, on peut se préparer justement au lendemain d'organiser le spectacle. Donc, même quand le public vient, déjà psychologiquement, il sait que s'il pleut, bon, automatiquement, le lendemain, ils vont peut-être assister au spectacle. Et ça s'est déjà passé, mais dans les rares fois. Et dans les autres pays, ça se pète tout le temps. Il faut que le public qui sort de la maison doit savoir qu'il pleuve ou qu'il neige. Quand il sait qu'il va à un spectacle, il doit y aller. Pourtant, les activités culturelles reportées en raison de pluie sont légion. Et ce n'est pas Des Altino ou Mascotte qui diront le contraire. Oui, plusieurs fois. J'ai eu à reporter à d'autres aussi. Après la pluie, on a trouvé que les fans sont venus sous la pluie. Je me rappelle de mon concert à la Maison du Peuple, où moi-même j'ai appelé de reporter, mais je suis arrivé à trouver la Maison du Peuple qui était pleine à craquer. Ça va peut-être vous étonner. Mon public est resté dans les coulisses jusqu'à la fin de la pluie. Et ce public est venu prendre les serpillères, nettoyer la scène et nous demander de réinstaller le matériel pour enregistrer l'émission. Nous l'avons fait 2 ou 3 fois, mais il y a des moments où
quand même, c'était quand même très très difficile. Même les invités, parce que vous savez que l'eau et l'électricité font pas bon ménage. Voilà, donc ça nous est arrivé vraiment plusieurs fois et on était obligé de reporter l'émission. Selon le journaliste culturel Hervé David Onla, les facteurs explicatifs sont liés au manque d'infrastructures, notamment de salles adaptées pour les spectacles et au comportement même des Burkinabés qui semblent allergiques à la pluie. Dommageable que j'entends souvent certains responsables assez huppés dire qu'effectivement ils ne viennent pas dans certains rendez-vous parce qu'il a plu. Nous avons des imperméables. Malheureusement, on n'utilise pas les imperméables ici, même des parapluies. Quand un citoyen il prend un parapluie, pendant 2 heures, il dépose, il oublie. Bon, il n'y a pas cette culture de porter des imperméables, de se balader avec des parapluies. Ici, le parapluie même, c'est quand on te voit avec un parapluie, on se moque de toi. On a l'impression que tu es un has-been. C'est à nous, hommes de showbiz, aux promoteurs, aussi également d'entreprendre aussi une sensibilisation aussi de ce côté-là pour dire que la pluie ne doit pas être un frein, par exemple, à l'organisation d'un spectacle, si la salle est couverte, si toutes les commodités sont réelles pour pouvoir accueillir le spectacle. Le commissaire général des 12 PCA événementiels qui distinguent les personnalités de l'année déplore également le manque d'ingéniosité des promoteurs d'événements pendant cette période de vacances. Avis partagé par Mascotte pour qui les promoteurs ne profitent pas assez de la période des vacances et des congés. Forcément, d'abord, côté financier, il y a un manque à gagner, puisque bon nombre d'artistes, d'abord, n'arrivent pas à honorer des spectacles, n'arrivent pas à produire des spectacles. Également, pour tous ces élèves, pour tous ceux qui sont en vacances également, il y a un petit manque au niveau des activités récréatives. L'artiste ne doit pas vivre seulement d'argent, il doit vivre aussi du travail. Vous savez, actuellement, je suis en train d'arranger un son que vous êtes venu trouver. Donc, on profite de notre temps pour encore répéter en live parce que, vous savez, quand on est un peu pris aussi, il n'y a pas de temps pour répéter. On n'attend pas un concert pour répéter. Donc, je profite de ce petit temps pour faire des répétitions. Pour redynamiser le secteur culturel et tirer meilleur profit de la période des vacances, tous sont unanimes qu'il faut travailler à avoir des salles de spectacle adaptées et entretenir le peu qui existe, mais aussi sensibiliser les populations à la nécessité de venir suivre les spectacles, même en cas de pluie. En plus des assises des acteurs du monde de la culture que propose Hervé David Onla pour discuter des préoccupations du secteur, il faut surtout, selon l'animateur Mascotte, travailler à offrir de beaux et bons spectacles. C'était l'élément culture de ce JDS. Nous passons à présent à la partie sport. Deux journalistes à mes côtés pour cette frange sport de ce JDS. D'abord, je m'en vais vous présenter Claude Romba, qui est toujours avec moi chaque dimanche. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, en tout cas, comme chaque dimanche, je pense qu'on est très ravis d'être là. Fidèle au poste. Tout à fait. Et j'ai dit deux journalistes sportifs, Antoine Batiano. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, merci. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Troy TV. Et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir parce que l'actualité, quoi qu'on dise, sportive, elle est bien pleine. On va commencer par Ligue 1. Un point, c'est ça Claude Romba? Tout à fait, il faut dire que la Ligue 1 qui a commencé depuis la semaine dernière se poursuit avec la deuxième journée disputée ce week-end. Eh bien, on n'a pas été très prolifique pour cette deuxième levée. Le Rail Club du Kadiogo vendredi a fait un déplacement pour aller tenir en échec le RCB sur ses installations à Bobo-Dioulasso, 0 but partout. Le Sporting Club de Banfora, pour sa première sortie sur ses installations, a été contraint au partage des points par l'ASFA Yenega. Vitesse FC est surpris à domicile par une étonnante équipe de l'étoile filante de Ouagadougou, 1-0. La SEC de Koudougou qui commence donc la saison de façon tonitruante puisque la SEC signe son deuxième succès des rangs face à l'ASFB sur ses installations, 2-1. L'AS Sonabel également aussi dans la bonne dynamique
puisqu'elle enchaîne une deuxième victoire consécutive grâce à sa victoire sur Majestic Sporting Club 1-0. Salitas et l'Union sportive des forces armées se neutralisent avec un nul blanc. Royal FC donc à domicile a chuté face au leader l'AS Douane 1-0 avant donc son déplacement du côté donc de Yamoussoukro pour affronter l'Espérance de Tunis en Ligue africaine des champions. Il faut rappeler également aussi que l'Étoile filante de Ouagadougou également aussi sera du côté donc de Yamoussoukro pour jouer son match de la campagne africaine. Ça sera donc le 17 septembre prochain, c'est-à-dire donc dimanche prochain du côté donc de Yamoussoukro. On poursuit avec le Faso Foot puisque avec la dernière rencontre qui vient de se terminer du côté donc du stade Issoufou Joseph Konombo, eh bien c'est Raimo qui se relève après donc son faux pas de la première journée et qui bat COSAF 2-0. COSAF qui enchaîne sa deuxième défaite consécutive. On peut dire que c'est pas l'apprentissage puisqu'ils avaient déjà goûté à la première division. Eh bien, ça commence à être difficile pour cette équipe de COSAF qui doit pouvoir donc se relever après donc ces deux défaites pour être complet sur ce championnat national de première division, la Ligue 1 face au foot. Voilà. Qui répond, vous dites pas assez de buts, c'est pas assez de buts ce week-end. C'est vrai que on les prend timidement. La première journée a laissé entrevoir en tout cas beaucoup de buts. On était très contents parce qu'on se disait que ça partait sur les chapeaux de roue. Mais bon, je pense que on n'a pas pour certains matchs en tout cas, on a vu que les équipes n'ont pas voulu prendre énormément de risques parce que bon, voilà, une équipe du Rail Club du Kadiogo qui véritablement a repris les entraînements il n'y a pas très longtemps, donc qui est véritablement à la recherche évidemment de sa forme, donc qui donc ne prend pas beaucoup d'initiatives, tout comme le Sporting Club de Banfora, alors que si on veut marquer, il va falloir donc développer des initiatives et véritablement aller chercher les victoires. Mais on pense que les équipes sont pour le moment en rodage et qu'à partir de la 4e, 5e journée, les choses vont se mettre au point pour évidemment voir, je dirais, de belles choses dans ce face-au-foot. Certaines équipes, en tout cas, annoncent les couleurs. On a vu une superbe équipe aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps de Raimo. Voilà, où on voit que les choses sont en train de se mettre en place avec également aussi Zakaria Sanogo qu'on est en train de retrouver et qui apparemment a été l'homme du match ce soir. Donc pour dire que les choses sont en train de se mettre en place. Et puis du côté donc de l'AS Douane aujourd'hui avec ce but de Clément Petroapa qui est donc en train de montrer que ce début de saison il est poussif puisque lors de la première journée il avait délivré une passe décisive, il avait marqué et ce week-end également il marque. C'est dire que pour le moment à suivre, certains joueurs à suivre de près. C'est de bon augure avant le déplacement pour la campagne africaine qui est prévue pour le week-end prochain, on l'a dit, du côté donc de Yamoussoukro, puisque vous le savez, le stade du 4 août étant suspendu. C'est ça. Justement, Batono, quand vous regardez, depuis le 1er septembre, on a commencé, on a repris. C'est commencé au petit tour encore, quand vous regardez les matchs, ou bien pour vous, bon, on est déjà dedans? Bon, pour certaines équipes, c'est au petit tour, c'est pour d'autres, on est déjà dedans, quand vous regardez l'AS Douane. Qui a pulvérisé, je ne veux pas, c'est peut-être un peu fort, COSAF lors de la première journée, après avoir encaissé dans un premier temps, et qui va en déplacement à Bobo Dioulasso, qui gagne 2 victoires de suite. Et comme il a relevé avec un Clément Petroapa qui déjà d'entrée est en train de montrer qu'il est, je ne veux pas dire qu'il dit qu'il est prêt, mais pour dire qu'il faudra compter avec lui au cours de cette saison. Je crois que l'AS Douane, ce n'est pas au petit trot, c'est peut-être, il faut voir RCB, RCK, COSAF, c'est encore difficile. On sent que physiquement, il y a des... c'est comme ça, lors de la première journée, c'est au cours de la deuxième période que cette équipe a craqué. Encore face à Raimo aujourd'hui, c'est une première période difficile pour les deux formations. On a vu un match insipide et c'est au cours de la deuxième période que Raimo est sorti des secondes. On a senti une équipe de Raimo qui en voulait beaucoup plus et COSAF qui avait des difficultés pour s'en sortir. Donc, et puis il y a l'EFO. L'EFO, c'est pour moi, je ne veux pas dire c'est la révélation, mais l'EFO qui est dans la dynamique de la fin des saisons, de la fin des saisons 2022-2023, et qui est dans cette dynamique-là. Donc, je crois qu'il faut dire que ça se passe bien pour l'instant. Et puis, je reste admiratif de cette équipe
qu'on voyait peut-être en train d'aller en deuxième division et qui a terminé fort la saison et qui commence, on ne va pas dire, qui commence fort par rapport au résultat, qui se qualifie devant l'équipe le représentant du Sénégal en Coupe de la Confédération, hors de ses bases, qui va jouer contre une équipe du Nigeria, United. Mais bon, on peut espérer pour cette équipe de l'UFO où maintenant on sent peut-être l'envie et puis dire que malgré ce qu'on disait d'elle, on peut faire mieux. On va encourager cette équipe-là en espérant qu'elle passe ce tour-là aussi. Tout comme l'AS Douane qui joue l'Espérance. On va dire c'est l'Espérance, c'est un gros morceau. Mais vous savez, aujourd'hui en football, tout est possible. Il suffit de savoir gérer son match et ça peut être possible à Yamoussoukro. Et puis après, l'expédition de Tunis, c'est de savoir gérer, parce que quand on regarde, quand même, on a des joueurs qui ont quand même du vécu dans ces équipes-là, surtout de côté de l'AS Douane avec son coach, Kamou Malo. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a cette expérience-là qui peut permettre de savoir gérer un peu des matchs face à des équipes qui sont des habitués de ces campagnes africaines. D'accord. Autre élément, peut-être avant qu'on ait aussi le dur pour ce qui est de deux échanges, parce qu'on a tous suivi notre match, les éliminatoires de la CAN 2023 Côte d'Ivoire, quand on a regardé la prestation de nos étalons. La prestation du Burkina Faso, il faut dire que quand même, il y a des gars aussi qui sont tombés. On a le Gabon qui a été éliminé. Par une équipe sympathique de la Mauritanie. Ensuite également aussi le Cameroun n'est pas encore qualifié. Le Cameroun c'est mardi. Donc il va falloir attendre. Et puis pendant qu'on entrait en studio, il y a la Gambie qui se faisait dominer au Maroc par le Congo 2-0. Alors si le score en reste là, les deux équipes seront à égalité de points, mais le Congo va passer par confrontation directe, parce que match aller, le Congo avait battu la Gambie, et là encore aussi le Congo gagne, alors que la Gambie était à 9 points et le Congo à 6 points. Donc vous imaginez, la Gambie qui était quart de finaliste de la dernière CAN et qui est sur le point de quitter. Voilà, de ne même pas aller. Mais il y a des surprises également aussi, parce que là, vous avez des équipes qui sont qualifiées. On peut parler donc d'une équipe, par exemple, la Guinée équatoriale est qualifiée. La Guinée, même la Guinée-Bissau aussi est qualifiée. Voilà, on a ces équipes-là. La RD Congo qui revient après avoir raté la CAN. Ça c'est pas bon, les habitués, Nigeria, Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, Maroc, Afrique du Sud, ils sont là, Mali, ils sont là, la Zambie est là, l'Algérie aussi est là, l'Angola est là, le Ghana est qualifié, et le Mozambique pour le moment, en tout cas, ce sont les qualifiés qu'on a. Mais il va falloir attendre le 12, c'est-à-dire après-demain, avec le match du Cameroun, où véritablement les choses sont en train de monter, parce que le Cameroun a besoin d'un match nul pour se qualifier. Mais attention, parce que cette équipe burundaise là qui veut peut-être écrire une histoire, va véritablement donner tout. Et donc rien n'est encore fait avec cette équipe du Cameroun, où véritablement les choses également aussi ne sont pas au beau fixe par rapport donc à l'ambiance de la tanière, avec cette question Onana qui a été donc convoqué mais qui n'est pas venu. Donc du coup ça a encore relancé la polémique autour donc de cette équipe là. Donc c'est dire que mais le Cameroun reste le Cameroun. Le gardien est finalement arrivé. Onana. D'accord. Donc vous voyez, ça veut dire que quelque part aussi on est en train de prendre conscience, évidemment, des enjeux et que au-delà donc des querelles de personnes aussi, il faut tenir compte de l'intérêt du pays. Peut-être que c'est ce qui a prévalu et que, comme quelqu'un l'avait dit, peut-être qu'il a fallu l'intervention même du président, donc Paul Biya, pour évidemment arranger les choses. Mais le Cameroun est coutumier du fait. On les connaît pour évidemment ça. Si vous les attendez sur ces genres de détails là, mais ils ont avec la fameuse phrase du coach Rigo. C'est quand ils sont au cœur du danger qu'ils savent qu'ils sont pas en danger. D'accord. Maintenant, le plat de résistance, c'est nous. Les étalons du Burkina. Les étalons du Burkina. C'est vrai qu'on a un match amical là, mais bon, je pense que c'est quand même les éliminatoires à Cannes qu'on regarde, et les choix d'abord de Hubert Velud, ce que ça donne sur le terrain, et face à une équipe. Bon, quand on dit Swatini, certains se disent bon, c'est pas un foot de guerre. C'est pas un foot de guerre, c'est pas un si gros morceau. Et puis quand on, enfin, à l'impression que je donne, quand on peine,
ça devient un peu plus compliqué en tout cas. Et très vite, on a vu des gens plein de postes, ramener celui-ci, ramener celui-là, Velu ne fait pas l'affaire, c'est ceci, c'est cela. Ça commence à se corser un peu pour l'entraîneur, quoi qu'on dise le sélectionneur. Oui, mais je pense également aussi que les gens aussi n'ont pas tort par rapport donc à la production d'ensemble des étalons du Burkina, qui de plus en plus qui est en train de perdre son lustre d'antan, ou en tout cas son lustre d'il y a 2 ans, parce que le Burkina aussi avait à un moment donné atteint un certain niveau, et que c'est vrai que le Burkina avait commencé aussi à prendre du poil de la bête. Et puis bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette équipe-là n'est plus flamboyante comme on l'avait vu, et qu'aujourd'hui, face à une équipe de Eswatini, après la défaite contre le Cap-Vert, on s'attendait quand même à un sursaut d'orgueil de cette équipe, et surtout de voir cette touche Velu qu'on n'a pas encore vu. Moi particulièrement, je n'ai pas encore vu. Je pense que le seul bon match de Velu que moi j'ai pu observer, évidemment, c'est ce match contre la Côte d'Ivoire, qui avait montré en tout cas une équipe des étalons assez aboutie, et qu'on se disait, bon, peut-être que quelque chose était né, mais bon, on a vu que c'était plus feu de paille qu'autre chose, et cette équipe des étalons, pour moi, en tout cas, est méconnaissable. Qu'est-ce qui a manqué concrètement pour vous face à l'Eswatini? Il a manqué cette rage de vaincre là, parce qu'on ne la retrouve plus. Voilà, cette équipe qui avait de l'envie, qui pouvait aller donc titiller. On l'a vu lors de la CAN aller donc chercher des équipes comme la Tunisie et tout. Et puis, ce qui caractérisait un peu le Burkina Faso, moi je l'ai pas, dans plusieurs équipes des étalons, qui étaient donc l'attaque rapide avec les transitions. Ça encore, on n'arrive plus à le faire. Et donc, pour moi, on est en train donc véritablement de régresser. Mathieu, qu'est-ce que vous pensez on a ça un peu en image de la dernière rencontre. En tout cas, il y a beaucoup qui restent sur leur faim, qui attendent que ça bouge, qui ne voient pas. Tout à l'heure, Claude disait, on ne sent pas cette niaque-là. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Pour vous, c'est tout autre. Bon, c'est normal que tout un chacun souhaite que son équipe joue bien. C'est ça. Et comme on disait à l'époque, on réclame le football champagne, c'est vrai, une façon de jouer un peu, je ne sais pas s'il faut le dire pour... Comme le Barça ou... Bon, ouais, ça c'est les Barcelonais qui aiment bien ça. Donc quand ça ne joue pas comme le Barça, c'est difficile. Bon, c'est vrai, quand on regarde et puis après, on se rend compte qu'il y a des difficultés pour gagner un match. Face au Togo, c'était un peu compliqué. On gagne au Maroc, arriver à Lomé, c'est dur. On arrive quand même à passer. Et puis contre les Swatini, on se disait que ça allait être plus facile parce qu'on a battu les Swatini à l'aller en Afrique du Sud 3-1. C'était un jeu, après avoir pris un jeu offensif. Maintenant, il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'il faut peut-être se demander si peut-être la question de discipline de groupe, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui se prennent comme des sénateurs, qui se disent que je suis irremplaçable? Ouais, mais ça aussi, et que ça c'est l'entraîneur, c'est le coach qui doit régler tout ça. Ça c'est normal, qui doit se dire que quand je constate qu'il y a des joueurs qui pensent être indispensables, ben on va mettre d'autres pour pouvoir. Il a parlé de rapidité dans le jeu, c'est vrai, il faut avoir des joueurs plus. Ça, c'est style Bertrand Traoré, quand on démarre un match, Bertrand Dango qui arrive, qui peuvent le faire, c'est vrai. Et des fois, ils sont là, c'est compliqué, mais des fois, ils y arrivent. C'est vrai que face au Cap-Vert, à Praia, on a vu des joueurs réagir après en se disant non, c'est vrai, dans la tête, nous, on était déjà en vacances. Bon, ils avaient pensé que ça allait être facile. Et après, ils se sont rendus compte que c'était encore plus compliqué. Donc, ça doit leur permettre de se remettre en cause, et les joueurs, l'encadrement technique. Et c'est pour ça que ces matchs qui sont venus après, parce que l'équipe s'est qualifiée un peu plus tôt. Donc, ces matchs qui venaient après devaient être des matchs de remise en cause, de remise en question, et de voir ce qu'on peut projeter
dans la perspective de la CAN. Maintenant, si ça ne vient pas... Oui, mais justement, est-ce que, au fil du temps, on ne s'est pas dit, on est qualifié, le reste, c'est de la cerise sur le gâteau. Parce que quand on regarde, on risquait de perdre la première place, n'eût été le faux pas du Cap-Vert. Est-ce qu'on prenait vraiment les matchs au sérieux? Quand on regarde dans la façon dont on c'est vrai, développe même quand on a suivi le match face à Eswatini, quand même, on a senti à un certain moment qu'il y avait cette envie-là d'aller chercher le but. Mais il a marqué peut-être un peu de lucidité, un peu de sérénité devant. On a vu face au but, quand vous voyez Guébré qui avait la possibilité soit de remettre, on ne va pas jouer, c'est vrai qu'on ne va pas refaire le match, mais quand on regarde à un certain moment, on dit qu'il y avait ces possibilités-là. Si. Mais qu'est-ce qui explique que dans le dernier geste, nous n'y parvenons pas? Bon, tout ça, il faut peut-être, c'est le staff technique qui doit peut-être en discuter au sein du staff et discuter, pourquoi pas, avec les joueurs en révisionnant les matchs pour dire voici ce que vous avez fait. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez ce que vous faites? Mais est-ce que par exemple, personnellement, Mais ça a été une belle occasion aussi de voir d'autres joueurs commencer. Mais est-ce qu'on des joueurs comme Bangré on demandait parce qu'il rentrait toujours en cours de jeu quand il était là. Rarement, c'est vrai. Mais on a eu la chance, il est rentré, on l'a vu. On a vu bien d'autres. Salou Draman qui a commencé. On a vu, c'est vrai, Adamo Naralo, lui, il avait joué contre la Côte d'Ivoire. Là, il a commencé. Puis bien d'autres. Donc, Mohamed Konaté qui est revenu. Donc, ça permet au staff technique de juger, d'apprécier et de voir dans la perspective du match contre le Maroc, qu'est-ce qu'on fait. Mais je vais poser une question. Je vais peut-être, vous qui suivez un peu l'équipe des étalons, je suis en train de voir, ça c'est j'imagine, comment on gère un garçon comme Aziz Ki, parce que pour moi aujourd'hui, il y a un problème de management dans cette équipe des étalons. Parce que vous avez un garçon comme Aziz Ki, qui, quand on regarde le match contre, je crois que c'est contre Eswatini, il a marqué. Le premier match, oui. Il est remplaçant, il rentre, il marque. Le prochain match, il ne joue pas. Après, on lui donne encore un bout de match, il ne joue pas. Et on peut peut-être comprendre que quand les titulaires habituels sont là, qu'ils soient sur le banc. Mais pour ce match-là, il est quand même resté longtemps à ronger son frein. Et qu'aujourd'hui, de façon naturelle, que Blati ne soit pas là et que chose ne soit pas là, et qu'il se voit naturellement être propulsé comme ce milieu de terrain titulaire. Et à la grande surprise, c'est Draman Salou qu'on voit. Est-ce que ça ne pose pas également aussi un problème de management? Ça peut s'expliquer ainsi. Maintenant, il faut bien qu'un jour, on comprenne pourquoi ces choix des hommes, pour commencer, ou ces choix tactiques. Mais bon, je ne sais pas, c'est vrai, il y a cette pression-là qui pesait un peu sur le fait que... sur le fait qu'on a vu que tout le monde réclamait Aziz Ki au départ, c'est vrai. Il a marqué contre Eswatini, contre Cap-Vert, c'était un peu difficile. Vous savez, les joueurs aussi, à un certain moment, quand la pression est forte de dehors, et puis ils sentent que l'opinion les réclame, mais après, sur le terrain, il y a ce poids-là peut-être qu'il faut savoir peut-être évacuer. Mais comment? C'est vrai, contre le Cap-Vert, ça a été un peu difficile pour lui, il a été sorti. Mais l'entraîneur avait dit après le match en conférence de presse qu'il était quand même satisfait de sa production. Maintenant, face à Eswatini, c'est un joueur qui aime, c'est vrai, pas forcément de l'espace, mais qui aime aller de loin deux fois. Tout à fait. Et qui a des belles frappes. Quand une équipe comme Eswatini se regroupe, on a besoin d'un joueur comme ça. On a besoin d'un joueur qui... Il a fait le seul tir cadré de la deuxième mi-temps. Le seul tir, pas cadré, mais le seul tir. Qui est passé à côté. C'est vrai, on va dire qu'entre lui, peut-être quand Gustavo commence, c'est vrai, contre Cap-Vert, il a joué avec Gustavo. Mais deux fois, les gens disent, pour certains observateurs, que quand Gustavo joue, Aziz ne peut pas aussi commencer.
Et donc, c'est peut-être le choix entre Aziz et puis Gustavo qu'il faut peut-être revoir et puis analyser et puis voir qui entre les deux peut commencer un match ou doit commencer un match. On sent vraiment la touche Velud avec la maîtrise de ses hommes. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Moi, je dis non. Ok, argumenter. Non, je dis non. Je n'ai pas encore vu cette touche Velud. Personnellement, je n'ai pas encore vu. Je vois plutôt, évidemment, le délitement, évidemment, de l'héritage de Kamou Malo. Parce que quand tu regardes cette équipe-là, on a joué les 2 matchs où Kamou Malo venait juste de laisser l'équipe, on fait 2 victoires, et Velud est covidé, et il n'a pas eu le temps de mettre sa touche. Lui-même, il a dit, sur ces 2 matchs, je n'ai pas eu l'occasion de mettre ma touche, mais après, maintenant, j'ai encore plus de temps, je vais mettre ma touche. Contre le Togo, il disait, bon, il a eu le temps et qu'on devait voir la touche Velud. Contre le Togo, c'était catastrophique. Et depuis là, on ne fait que partie en délitement. Donc pour moi, je pense que Velud, je suis désolé, mais je ne le sens pas. C'est-à-dire que quand vous évoquez peut-être cet aspect-là, tout à l'heure, il a dit qu'on a vu un match abouti face à la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et ça veut dire qu'on a senti... C'est pas la même façon de jouer des étalons. C'était pas la même façon de jouer des étalons parce qu'on jouait un top 10. On joue contre la Côte d'Ivoire aussi. Oui. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est une rivalité. Voilà. Et il a fallu... la stratégie était différente. Le schéma tactique était différent. On a vu des joueurs qui, peut-être, c'est parce que c'était la Côte d'Ivoire qui ont su respecter les consignes. On a vu des joueurs qui étaient vraiment sur le plan tactique, qui ont respecté. Et sur le plan défensif, il fallait jouer en contre, il fallait ceci ou cela. On a vu une équipe qui a montré de belles choses. Mais après, peut-être, c'est vrai, on ne joue pas de la même manière après contre d'autres pays. Bon, on se demande pourquoi. Cette rigueur, c'est le... Je pense que tu parles là, c'est le coach qui l'imprime. Oui, on a le match contre le Maroc. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, le Maroc fait partie des... Voilà. C'est le premier pays. On verra bien ce que ça va donner. Demi-finaliste la Coupe du Monde. Tout le monde veut jouer le Maroc pour essayer de voir ce que vaut son jeu. Voilà. Ce que chaque équipe va montrer, ce qu'on vaut face à un autre niveau, un autre gabarit, parce que c'est avec des joueurs qui sont pour la plupart... Même si Amrabat n'est pas là. Qui sont quand même dans certains grands clubs et dans certains grands championnats. Il y a ça aussi. Ben, écoutez, et puis des fois aussi, il faut... par moment, c'est vrai, c'est difficile avec des joueurs que nous avons... Et quand vous regardez, ça, par moment blessé, par moment absent, par moment on ne peut pas venir... Et donc, on est obligé de faire, de tourner, c'est vrai, mais c'est bien dommage que quand on regarde à un certain moment ce qu'on recherche, on ne trouve pas. Mais il arrive de fois aussi que, vous savez, le Burkina, moi je pense par exemple à cette équipe de France en 2000, championne du monde en 2018. Où c'est les Français. 98 Non, 90. Ouais, c'est même la dernière Coupe du Monde. Tout à fait. 2018, ça va. Mais la dernière Coupe du Monde, tout le monde attendait Didier Deschamps au tournant parce que on se disait qu'il fallait qu'il parte. Mais c'est là la France est là et puis elle arrive en finale. Ouais, mais bon, c'est vrai. Là, lui, il avait l'équipe depuis. Mais il avait l'équipe depuis et puis après. L'équipe ne jouait pas comme celle de 2018. Si, on avait une belle équipe par rapport à 2018. L'équipe de France on avait une belle équipe de France dans le jeu par rapport à celle de la dernière Coupe du Monde où par moment on ne voyait pas cette équipe-là en train d'arriver en demi-finale même, mais qui arrive en finale, qui n'était pas loin de remporter le trophée où il a fallu un petit détail. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ces matchs qui arrivent là doivent permettre à Hubert Velud de davantage se remettre en cause en se disant comment on joue. Mais est-ce qu'il n'a pas eu le... Est-ce qu'on devait avoir cette étape aujourd'hui? Il a eu le temps de voir ses joueurs. Comme il a dit à une conférence de presse, je connais maintenant mon groupe. Maintenant, est-ce que pour ce qu'il demande,
c'est ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est les joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter où. C'est que les joueurs qu'il a, il n'arrive pas à les mettre dans le moule qu'il souhaiterait avoir. Bon, moi je dis pour l'instant, on a la qualification, c'est vrai, et maintenant c'est la CAN. C'est la CAN. Si on se projette sur la CAN. Si on se projette sur la CAN, non, écoutez, je ne pense pas qu'il faut s'alarmer. Il faut compter sur des surprises agréables, c'est ça en fait? Non, pas des surprises agréables. Vous savez, quand nos joueurs, par moment, ils surprennent. Par moment, vous regardez même quand on partait au Cameroun, nous-mêmes Burkinabés n'étions pas nombreux à penser qu'on serait dans le Caridas. On a vu une équipe qui est sortie du groupe avec 4 points. Et qui a commencé... Mais cette équipe avait une âme quand même. Oui, qui a commencé à monter en puissance au fur et à mesure dans la compétition, jusqu'à en demi-finale. C'est sur des détails. Mais vous savez, quand la compétition arrive, peut-être l'environnement peut changer, la préparation peut donner notre âme à l'équipe, et puis on va à la CAN. Maintenant, en fonction de la motivation et de ce que on va permettre ce que l'entraîneur va mettre en place pour travailler, peut-être, on peut avoir des joueurs qui peuvent se métamorphoser à la CAN. Non, moi j'ai bien peur. Je n'ai pas peur. Je dis, on a quand même un Hubert Velud, quoi qu'on dise, qui va avec une grosse pression. Hein. Ça, moi, c'est clair. Puisque c'est forcé. Les gens, aujourd'hui, la plupart des gens attendent une façon de voir les étalons qu'ils ont connus à un moment donné flamboyant, qu'ils ne trouvent plus. Des joueurs et un fond de jeu qu'ils ne le voient pas. C'est une forte pression pour Velud, quand même. C'est une forte pression pour Velud. C'est vrai que les gens se cachent, ou en tout cas les admirateurs de Velud se cachent derrière, je dirais, des statistiques à trompe-l'œil. On est qualifié rapidement, on a 2 journées de la fin, nous sommes qualifiés, qu'est-ce qu'on demande de plus et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est frais, ce n'est pas... Aujourd'hui, on voit que, évidemment, c'est des statistiques à trompe-l'œil, puisque le jeu qui est en train d'être produit, et même les résultats qui sont en train de sortir, sont des résultats qui ne reflètent pas cette équipe du Burkina. Si vous voyez aujourd'hui que le Maroc demande à jouer avec le Burkina, c'est qu'on avait vu la Belgique a demandé à jouer avec le Burkina, c'est par rapport donc à la progression et à la performance que cette équipe-là a eu à dégager à un moment donné. Mais on se rend compte que cette équipe-là n'est plus flamboyante, cette équipe-là n'est même pas capable, face à une équipe comme Eswatini, de pouvoir même les titiller même. Je pense que Eswatini a joué dans son registre, mais n'a pas connu de difficultés majeures. Et quand on regarde ça, aujourd'hui, moi j'ai peur, je me demande si on doit aller Velud dans la CAN. Je suis à me poser cette question parce qu'il va falloir faire vite. De toutes les façons, le révélateur qui va s'imposer à nous, et je pense que c'est la dernière cartouche qu'on doit pouvoir se dire, à un moment donné, il y a des choses, il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir, et que Velud doit être capable, par rapport à ce match contre le Maroc, de nous montrer quel est le niveau tactique d'abord que lui-même il a, quelle est l'ambition qu'il a pour cette équipe des étalons. À partir de ce moment, face à une équipe qui est véritablement l'une des favorites pour la CAN, j'attends de voir. Tout ce qu'on a eu à donner, je n'ai rien vu. Donc vous dites que bon, on peut toujours espérer, mais je pense que je vais peut-être attendre juste, lui donner le dernier crédit, ça sera face au Maroc. Après ça, si Velud ne nous a pas convaincus, je pense qu'il faut le virer purement et simplement. Non, je vois qu'il a un employeur, c'est lui qui est mieux placé pour dire qu'il faut virer ou bien regarder, parce que le Maroc, moi, je ne peux un test important aussi. Non, le match, c'est un match test important. C'est un match test grandeur nature. C'était comme contre la Côte d'Ivoire. Et après ça, il faudra jouer d'autres grandes nations pour savoir ce qu'on vaut. On a joué la Côte d'Ivoire, on joue le Maroc. Et je me dis que la façon de jouer peut-être ne sera pas identique. Regardez l'Algérie aujourd'hui qui doute. La Tanzanie, elle est en Algérie, mal accueillie, mais a fait 0-0 en Algérie. Mais l'Algérie, c'est les joueurs en matière de qualité. L'Algérie est venue à la CAN, battue à plate couture par la Côte d'Ivoire, qui n'est pas allée loin. La Côte d'Ivoire, du moins, qui a été éliminée en huitième. En huitième de finale. En quart, face à l'Égypte. Tout à fait. C'était face à l'Égypte. L'Algérie qui a été battue par la Sierra Leone en match de poule.
Mais il y a des moments où vous pensez que vous êtes les super favoris et puis après, comment on appelle mais Velut ne nous donne pas satisfaction. Bon, on comprend que les avis sont partagés. Ça sera avec ces avis partagés d'ailleurs qu'on va terminer. Non, on va scruter aussi. Je pense que on va scruter le dernier match, le prochain match amical pour pouvoir évaluer les choses. Ça se fera encore ici sur le plateau. Le 12, le mardi. Le mardi, d'accord. Merci en tout cas à vous Claude Lombard d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi Badiano d'être passé. C'est aussi la fin de ce JDS, ce journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On s'est dit rendez-vous donc pour dimanche prochain et d'ici là, ce qu'on souhaite, portons-nous bien.